Bonjour à tous. Au nom de Laval en transition, je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui s'interrogera sur comment rendre davantage accessible et promouvoir le transport actif proposé dans le cadre d'Effet Transition. Je me présente, Jeanne Cloutier. Je suis citoyenne lavalloise du quartier Laval-des-Rapides et je serai votre hôte pour cette activité. Avec moi, vous ne la voyez pas présentement, mais c'est Marianne Perrault qui m'assistera pour tout le volet questions durant l'activité. Avant de passer à l'activité elle-même et de vous présenter nos invités, Laval en transition est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel et l'imagination ainsi que l'audace. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyé-Geaga, qui sont des Mohawks, et qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qui est Effet Transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale, écologique. Que ce soit par de simples gestes, nous pouvons faire individuellement ou par des actions conjointes que nous pouvons faire ensemble, collectivement. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Effet Transition compte de nombreux partenaires. Je tiens à les remercier pour leur participation. Merci à nos partenaires leaders de la transition, soit la Ville de Laval et la Desjardins Caisse d'économie solidaire. Merci à nos partenaires de la web-diffusion Cinéquinox qui propulse la plateforme regardez-moi.ca. Merci aux partenaires pour cette série, soit la Société des transports de Laval, la STL. Et finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Aussi, un merci spécial aux élus et aux amis des citoyens ayant contribué à aider la mise en place d'Effet Transition. C'est un événement par et pour les citoyens qui a été créé et contribué, qui a été créé par et pour les citoyens. Une liste exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site d'effettransition.ca si vous avez envie d'étancher votre curiosité. Nous en arrivons finalement au déroulement de l'activité. Naturellement, pour s'assurer du bon déroulement de cette activité virtuelle, voici quelques informations importantes. Cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur la page regardez-moi.ca des archives d'Effet Transition. Cet accès est réservé aux détenteurs de passeports d'Effet Transition jusqu'au 12 juin 2021. À tout moment durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions et commentaires dans la zone de discussion disponible sur la plateforme regardez-moi.ca. Vous pourrez également y contacter Marianne pour tout pépin technique ou problème. Vos questions sont importantes, elles vont alimenter le panel. Nous répondrons en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions posées ne seront pas sur une base du premier arrivé, premier servi. Nous tenterons de poser des questions qui n'auront pas trouvé de réponse dans le cadre de la discussion ou qui seront les plus populaires dans le chat. Marianne sera votre voix. C'est le moyen que nous avons trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit la plus éco-responsable possible. Finalement, sachez qu'une vaste majorité des invités et conférenciers, ainsi que tous les animateurs participant à Effet Transition, le font à titre bénévole. C'est notre première édition. On ne sera peut-être pas parfait cet après-midi ou lors des prochaines activités, mais on essaye, on apprend et on garde le sourire. Nous vous demandons donc d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions aujourd'hui. Amusons-nous pour la prochaine heure et demie, qui débutera avec une brève présentation de nos invités. J'enchaînerai avec quelques questions préparées par mes collègues citoyens bénévoles à l'animation. Et pour terminer, avec les questions des participants qui nous écoutent, donc vous. Bonsoir, bon après-midi, chers panélistes. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de commencer tout ça, j'aimerais vous parler un peu de qu'est-ce que je pense du transport actif à Laval. Quand je vois le transport actif à Laval, je trouve qu'il est assez
on voit souvent les contraintes qui sont associées à ce projet. On pense à la culture du camion, du Hummer, du pick-up, les centres commerciaux, les autoroutes. Oui, c'était un peu ma vision de Laval avant que je déménage, je dois avouer. Mais avant de discuter de ces éléments qui restent notre réalité, qui existe bien à Laval, il y a quand même des beaux projets aussi, j'ai envie de vous entendre sur votre vision à vous d'une ville qui prône le transport actif tant à vélo, en transport en commun ou à pied. D'ailleurs, mon premier intervenant de l'après-midi, ce sera le représentant de la Société des transports de Laval, la STL, qui offre des services de transport collectif sur le territoire lavallois, soit la troisième plus grande ville du Québec. En 2019, la STL offrait 1500 km de réseau et desservait environ 2730 arrêts d'autobus. La STL favorise aussi des solutions de transport comme le covoiturage, le vélo et l'autopartage dans une optique de développement durable. Nous avons ici Mathieu Lacombe, responsable au développement et partenariat chez la STL, pour nous entretenir avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Salut Janie. Ça Merci d'être là. Oui, ben moi ça va bien. La glace est brisée. Ouais. Alors j'aimerais justement t'entendre. Est-ce que tu peux nous parler, en représentant évidemment la STL, c'est quoi la vision de transport actif? Bon, ben d'entrée de jeu, c'est sûr qu'on a une responsabilité, je pense, en tant que transporteur à Laval, de favoriser et d'encourager le transport actif. Ça, c'est primordial pour nous. Puis comment ça se matérialise, je pense, c'est à travers une proactivité, surtout en matière de vélo. À la STL, on a une certification qui s'appelle la certification Vélo sympathique. Je pense que je commencerai avec ça, qui est une certification qui provient du Vélo Québec. On a Magali Lebrun avec nous de Vélo Québec aujourd'hui. Puis, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des initiatives à l'interne ou à l'externe qui font en sorte que le vélo est encouragé. Par là, j'entends peut-être comme des casiers sécurisés pour les vélos, des douches pour les employés qui viennent à vélo au travail, des promotions, par exemple, si tu as une passe mensuelle puis que tu utilises le Bixi, donc tu as une promotion sur ta passe Bixi, des vélos en libre-service pour les employés, les cyclobus, qui sont les racks à vélo qu'on retrouve sur les autobus, qui facilitent notamment l'intermodalité. L'intermodalité qui est la combinaison du transport actif puis du transport en commun. Donc, cette vision-là que je vous parle en ce moment puis que je démarre avec cette certification-là puis tout ce qui vient avec, bien, elle peut juste se matérialiser aussi le mieux possible. Ça peut se faire si l'aménagement du territoire, des infrastructures, il est conséquent puis il est adéquat avec cette vision-là. Puis, le meilleur exemple que je peux te donner ici, c'est les mesures préférentielles pour bus. Nous, on dit MPB, on a plein d'acronymes qu'on essaie d'implanter. Puis, on a une super collaboration pour le faire avec la Ville de Laval quand on vient le temps, par exemple, d'ajouter des voies réservées. Quand on le fait, quand on fait des implantations comme ça, quand on fait des modifications aux infrastructures urbaines, on bonifie. On bonifie, par exemple, avec des pistes cyclables. On bonifie avec des élargissements de trottoirs. On ajoute de la verdure. Donc, tout ça, on peut le voir sur le Corbusier Sud, par exemple, à Laval. Puis, toutes ces mesures-là, il y en a d'autres qui sont sur la table, qui sont à l'étude, qui vont probablement voir le jour éventuellement. On peut penser à d'autres sections, d'autres tronçons sur le Corbusier, d'autres axes structurants comme des Laurentides, de la Concorde Notre-Dame, aux abords des terminus Cartier-Montmorency, près des gares de train aussi. Donc, ces aménagements-là vont favoriser le transport actif, mais aussi, ils ont contribué, puis ça, c'est bien documenté, à diminuer les accidents, les incidents avec les piétons puis les cyclistes. Donc, finalement, bien, ça favorise plus de gens à se déplacer activement. Puis, bien, on le sait, on va probablement le répéter aujourd'hui, mais le transport actif, ça fait que tu as une population qui est en santé, qui est moins sédentaire, qui respire une qualité d'air qui est meilleure. Puis finalement, en bout de ligne, puis pour la transition, c'est un incontournable. On assiste à une diminution des gaz à effet de serre. Je pense que c'est le fer de lance là, dans la lutte au changement climatique, diminuer les gaz à effet de serre, puis le transport actif fait partie de cette solution, de la solution en fait. Donc, voilà pour la vision STL. Par rapport à l'autopartage, vous parlez d'autopartage et de covoiturage. Qu'est-ce que c'est la participation de STL dans ce domaine-là? Pour l'autopartage, l'autopartage aussi est valorisé à la STL. Puis, c'était quoi l'autre point aussi que tu m'as mentionné? Bien, le covoiturage, parce qu'en fait, vous parliez des tarifs préférenciés, dans le fond, quand les gens utilisent le covoiturage, c'est ça? Okay. Tout à fait.
Excellent. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Là, on a parlé de transport en collectif. Et puis moi, quand je pense à transport collectif, je pense aussi à attendre l'autobus à moins 40, puis en se demandant à quelle heure va arriver notre autobus pour l'avoir vécu quelques fois. Et on aime avoir une information fidèle pour pas attendre trop longtemps. Transit est une application pour téléphone qui répond à la question simple que l'on se pose: à quelle heure arrive mon autobus? Puis nous avons aujourd'hui sur ce panel Madame Christine Mongeau, responsable des relations avec les partenaires chez Transit Application. Bonjour Christine. Bonjour Denis. Merci d'être là. À la lueur de la présentation de Mathieu de la SCL, comment est-ce que tu vois qu'une application comme Transit puisse participer à la collectivité et puisse même inciter des gens à opter pour ce mode de transport? Bien, en fait, je vais partager mon écran. Avec plaisir. Un peu à la lueur de ce que Mathieu vient de dire, en fait, nous, chez Transit, on est une application pour les utilisateurs, mais on travaille beaucoup avec les sociétés de transport. Donc, ça prend la collaboration des sociétés de transport pour qu'on puisse donner toute cette information-là aux utilisateurs. Donc, en gros, Transit, c'est quoi? Bien, c'est une application qui permet de se déplacer du point A au point B sans utiliser sa voiture personnelle. Donc, autobus, métro, vélo partage, auto partage, Uber, toutes les options sont regroupées dans l'application. Puis, quand on planifie un trajet, ben, on va vous présenter toutes ces différentes options-là. Donc, nous, on veut offrir à nos utilisateurs la possibilité de planifier un trajet, puis de comparer toutes les options qui sont disponibles. Par contre, le transport en commun occupe toujours la première place, je dirais, dans l'application et dans nos cœurs. Donc, si je planifie un trajet dans l'app, ben, je vais toujours avoir des options de transport en commun en premier. Mais après, par contre, on peut aussi planifier des trajets qui combinent différents modes. Donc, je vais prendre mon vélo jusqu'à la station de métro, puis ensuite terminer mon trajet en métro. On a l'intégration Bixi à Montréal. On intègre les communautés également. Donc, on peut connecter son compte. On peut même se réserver un Uber en connectant son compte. Donc, si Uber peut m'amener à la station de métro, ben, je vais terminer mon trajet en transport en commun. Donc, Transit, c'est une compagnie montréalaise fondée en 2012 qui compte maintenant plus de 62 employés qui sont tous très passionnés par le transport en commun. Puis Transit aussi, c'est une application qui fonctionne dans plus de 200 villes dans le monde. Donc, si je m'en vais à New York pour un week-end, ben, je vais ouvrir Transit puis je vais pouvoir consulter les autobus qui sont près de moi, planifier un trajet puis l'utiliser pour mes déplacements. Puis Transit, en fait, c'est l'application de transport en commun la plus populaire en Amérique du Nord. On est numéro 3 dans la catégorie navigation. Donc, comme vous pouvez voir, les numéros 1 et 2, c'est Google Maps et Waze, donc deux applications qui s'adressent principalement aux automobilistes. Donc, on est le numéro 3, on est coté 4,6 sur 5, puis on a reçu le coup de cœur Apple. Puis, nous, chez Transit, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec plus de 75 sociétés de transport en Amérique du Nord. Donc, Montréal, Boston, plus récemment Los Angeles. Elles ont toutes choisi de recommander Transit à leurs utilisateurs plutôt que de décider de développer leur propre application. Puis, pour qu'une application comme Transit puisse exister, ben, ça prend des données sur les horaires d'autobus qui sont disponibles. Donc, il y a un standard dans l'industrie qui existe qui s'appelle le GTFS. Le GTFS, c'est un ensemble de données qui est organisé selon un format standard puis qui regroupe plein d'informations. Donc, les trajets, les horaires, les arrêts d'autobus, entre autres. Puis, toutes les sociétés de transport, ou presque, rendent accessibles ces données-là de manière ouverte. Donc, vous voyez ici le site web de la STL. C'est sur cette page-là qu'ils publient leurs données de transport en commun. Puis, c'est ce qui permet, en fait, nous, on accède à ces données-là. Puis, c'est ce qui permet à des applications comme non seulement Transit, mais aussi Google Maps ou Chrono d'exister. Puis, ce qu'on fait avec ces données-là, ben, en fait, nous, on les regroupe. Puis, on les présente à l'utilisateur là, de manière à ce que ça soit compréhensible puis de manière à offrir la meilleure expérience possible. Fait il y a deux volets aussi au GTFS. Il y a les données qu'on appelle statiques, donc celles qui contiennent les horaires fixes, donc prévu l'autobus, par exemple, à 42, je sais qu'il est supposé passer à 15h20.
mais aussi tout le volet temps réel. Donc, plus récemment, on est capable sur une carte de voir où est-ce que notre véhicule est situé. Fait que ça aussi, c'est toute l'information qui nous provient de la société de transport, puis que nous, dans le fond, on publie dans l'app, puis on redonne aux utilisateurs en temps réel. Oups, je vais aller trop vite. Je pourrais vous parler vraiment, vraiment longtemps de toutes les fonctionnalités de l'app, mais je vais m'arrêter ici pour l'instant, puis je vais vous laisser avec juste une petite statistique. Donc, lors d'un jour de semaine typique en 2019, fait que ça, c'est pré-pandémie, évidemment, c'est un usager du transport en commun sur 5 à Laval qui utilise Transit pour planifier ses déplacements. Wow, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci Christine. Maintenant, j'aimerais m'adresser à mon troisième intervenant qui représente le volet ingénierie à Laval, qui assure le rôle d'expert conseil en matière de planification, de conception, de construction et de réhabilitation des infrastructures, dont les pistes cyclables. Notre intervenant aujourd'hui est Jean-Sébastien Audet, ingénieur au sein de la division circulation et transport et responsable de la planification et développement des infrastructures du transport actif à Laval. Donc, bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Janie. Bonjour. Alors, quelle est votre vision de la ville? Bien, quelle est la vision de la ville? Parce que vous êtes là un peu pour représenter ce que la ville pense au niveau du transport actif. Quelles sont les priorités? Et est-ce que vous voyez un avenir sur le plan du transport actif utilitaire, celui de tous les jours, pas juste aller en balade le week-end? Oui, excellente question, effectivement. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour parler un peu de transport actif. En fait, la vision de la ville, il y a un slogan, si on veut, pour ça, c'est urbaine de nature. Il y a eu une démarche dans les dernières années qui a démarré en 2014. Une grande démarche de consultation publique qui a mené à cette vision stratégique de la ville urbaine de nature. Mais avant ça, même, il y a la CMM aussi qui a fait un plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD qu'on appelle, qui vient encadrer un petit peu les balises là, sur lesquelles les villes de la grande région de Montréal travaillent. Donc là-dedans, il y a un plan stratégique, il y a beaucoup de documents. Hein. Vous voyez cette diapo, il y a beaucoup d'informations, mais c'est bien simple, il faut mettre les bases, des bases solides pour arriver à du concret sur le terrain par la suite. Grosso modo, on a, nous, à la ville, suivant toute cette démarche-là, il y a des orientations clés là, qui sont ciblées là-dedans pour la mobilité active. Par exemple, réaménager les quartiers en des milieux de vie plus sains, plus attrayants, plus à l'échelle humaine. On sait que c'est un gros défi à Laval de faire ça, mais il y a une intention claire là-dedans. Il y a des pôles de quartiers qui sont identifiés. Il va y avoir des interventions au niveau de l'urbanisme pour ramener les commerces plus locaux près des gens. Sinon, évidemment, une orientation très, très directe d'assurer une mobilité efficace, active et durable qui sont au cœur des engagements de la ville. Offrir une diversité de services à proximité des milieux de vie, de travail et de détente parce qu'évidemment, même si on met beaucoup d'infrastructures, s'il n'y a pas de service de proximité puis qu'il faut faire 10, 15, 20 kilomètres pour se rendre à sa destination chez le coiffeur, ça devient difficile de promouvoir le transport actif. Donc, il y a vraiment plusieurs gestes, plusieurs actions qui doivent être mis de l'avant par la ville pour pouvoir augmenter la part modale. Concrètement, la ville veut augmenter sa part modale de 7 à 14 % pour le transport actif d'ici 2031. Actuellement, on a environ 6 % piétons, puis seulement un petit % vélo. Puis ça, c'est les chiffres, en fait, qui datent de la dernière enquête origine-destination de 2013, parce que 2018, on n'avait pas beaucoup d'informations, malheureusement, sur le transport actif. Puis là-dessus, justement, la Ville souhaite développer plus de collecte de données, là, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été développés dans les dernières années, ne serait-ce que les données de téléphone cellulaire et tout ça. Donc, on vise vraiment à aller chercher plus de données dans les prochaines années pour vraiment suivre plus rapidement l'évolution de la part modale à Laval. Et depuis 2015, la Ville vraiment s'est engagée très fortement à développer son réseau parce qu'anciennement, le réseau cyclable de Laval était vraiment plus axé sur le loisir. Puis, on s'est engagé vraiment à offrir une alternative aux Lavallois pour se déplacer en vélo ou à pied
de manière active. Donc, pour ça, il y avait beaucoup de travail à faire. On va en parler peut-être un petit peu plus tout à l'heure avec des exemples concrets, mais rapidement, donc, on a mis en place un plan de mobilité active dans lequel on est venu réfléchir aux piétons, aux vélos. De ça a découlé 2 plans directeurs, un plan directeur pour le réseau piétonnier, un plan directeur pour le réseau cyclable. La Ville s'est également dotée d'un nouveau guide d'aménagement qu'on appelle le guide des gabarits de rue, dans lequel on s'engage, quand il y a une réhabilitation de rue, à réaménager la rue de manière plus équilibrée pour tous les modes de transport. Donc, on va ajouter des pistes cyclables, des trottoirs. Donc, il y a toujours un compromis à faire, souvent sur le stationnement, sur la fluidité, etc. Donc, c'est tout le défi qu'on a après ça concrètement quand on arrive sur le terrain. Il y a ça et combiné plusieurs autres programmes en parallèle, un programme de déploiement de mesures d'apaisement de la circulation. Entre autres, nous, la Ville, on priorise les écoles. Donc, vraiment un grand programme de déploiement de mesures d'apaisement de la circulation à proximité des écoles qui a été débuté il y a quelques années. Récemment, la Ville a engagé un contrat d'implantation de 700 dos down qui vont être réalisés dans les 2 prochaines années, en priorité à proximité des écoles. On a un programme d'intervention de sécurité routière aussi pour regarder l'ensemble des collisions sur le territoire, voir les points les plus problématiques et tout. Et Mathieu en a très bien parlé tout à l'heure, mais les programmes de transport collectif, les mesures préférentielles pour bus dans lesquelles on travaille étroitement là, pour réaménager nos rues de façon plus conviviale et complète. Le plan directeur du réseau cyclable, je voulais vous le montrer rapidement pour vous montrer de quoi ça... Parce que ça parle beaucoup là-dessus. On voit les pôles de quartier, justement, qui sont illustrés en orange. Les AirTOD, là, Transit Oriented Development, c'est dans le fond les stations de métro et les gares à Laval où il y a une densification qui est faite graduellement de la densité résidentielle, mais aussi où on va développer justement des pôles avec du service de proximité dont je parlais tout à l'heure. On voit aussi des écoles sur cette carte et la structure du réseau cyclable qui est projetée. On voit en tireté le projeté et en trait plein l'existant. On l'a découpé vraiment en 3 niveaux, notre structure au niveau du réseau cyclable, vraiment une structure, disons, super structurante qu'on appelle, qui permet de franchir plusieurs barrières. Tu en as parlé, Janie, tout à l'heure, les autoroutes. On a des cours d'eau aussi à Laval, on est une île. Hein? Donc, les grands boulevards. Donc, les axes super structurants vont permettre de traverser plus de barrières comme ça, anthropiques ou physiques. Par la suite, se décline le niveau 2 qui est aussi structurant, mais qui va franchir peut-être un petit peu moins de barrières, et le niveau 3 qui est vraiment plus une desserte plus fine, plus micro des écoles, entre autres, ou le volet récréatif. Le guide des gabarits de rue, pour vous donner quelques exemples concrets vers quoi on s'en va. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, systématiquement, on va intégrer des aménagements cyclables, on va ajouter des trottoirs, élargir des trottoirs. Le verdissement aussi, pour nous, est extrêmement important. La canopée, il y a des quartiers qui sont bien garnis, mais il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup d'amour. Donc, on veut vraiment généraliser cette pratique par l'entremise de gabarits comme ça. Et des mesures d'apaisement qu'on voit sur les autres images, des intersections surélevées, des dos down, des traverses surélevées, des îlots pour traverser une intersection, des avancées de trottoirs. C'est plusieurs exemples qu'on vient généraliser dans la pratique quand on vient faire des travaux. Évidemment, dans toute nouvelle rue, ça va être intégré, mais dans toutes les réhabilitations, on va faire tout en notre possible pour intégrer ça. Mais évidemment, il y a beaucoup de défis. Souvent, on est dans des petites rues avec des caractères des fois très, très étroits selon les quartiers. Donc, on travaille très fort pour intégrer tout ça dans l'aménagement. Donc, en termes de stratégie, pour résumer, nous, vraiment, on veut axer vraiment sur la sécurité routière avant tout parce qu'on sait que c'est un enjeu majeur à Laval, les grands boulevards à traverser, le sentiment de sécurité aussi des usagers qui est pour beaucoup dans le choix des usagers de prendre leur vélo ou de marcher. Puis on veut aussi augmenter à l'aide des meilleures pratiques ailleurs rapidement, vraiment renverser cette tendance là, au niveau de la part modale pour aller chercher les gens. Puis comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas vraiment de réseau utilitaire, donc on voulait mettre en place une grille minimale, un minimum grid qu'on appelle en anglais, pour que les gens puissent vraiment se déplacer à travers les quartiers rapidement, puis graduellement améliorer le réseau, plutôt que de faire seulement un axe extrêmement coûteux. Donc, on en a fait des axes quand même très structurants, mais on a travaillé vraiment à différents niveaux, puis on va le voir un petit peu plus tard dans les exemples.
Donc, améliorer l'expérience, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, puis profiter des opportunités comme les MPB pour faire des beaux projets qui s'encadrent bien à travers la suite des choses. Donc, voilà un petit peu ce qui résume. Merci, Jean-Sébastien. Je trouve que la carte où on voit vraiment en rouge, j'ai l'impression que les vélos vont être partout, donc c'est encourageant. Merci pour cette présentation. Je vais passer à ma 4e intervenante qui travaille chez Vélo Québec et qui est un organisme qui existe depuis 1967 pour faire valoir les multiples bienfaits du vélo, non seulement comme loisir, mais aussi comme une réelle option de transport permettant d'agir positivement sur l'environnement, la santé et le mieux-être de tous. Présent dans les médias, les événements cyclistes et dans les salons, cet organisme est une référence dans l'univers du transport actif au Québec. Il était donc naturel que nous ayons parmi nous Magali Bebronne. Je savais que j'allais me tromper. Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec. Bonjour Magali. Bonjour Janie, merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté. J'ai envie de vous entendre... de t'entendre parler de vision de transport actif chez Vélo Québec, pas à échelle lavalloise, mais à échelle québécoise. J'aimerais t'entendre parler de ça. Bien, c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde l'histoire de Vélo Québec en 1967, quand on a été fondé en tant que fédération de cyclotourisme. Alors, c'est ça qu'il faut savoir, c'est Gabriel Lupin, un frère qui en fait voulait rendre le vélo accessible pour des virées plus récréatives à des jeunes adolescents. Et c'est comme ça que toute l'histoire de Vélo Québec a débuté. Mais on a encore une composante aujourd'hui qui est de faire découvrir le vélo pour tout le bonheur que ça peut apporter de façon récréative. Donc, c'est pas pour rien que probablement une des choses qui fait connaître Vélo Québec le plus à l'échelle de la grande région métropolitaine, c'est par exemple le festival Go Vélo Montréal avec le Tour de l'île, le Tour la nuit. En fait, à Laval, c'est aussi nous qui travaillons avec la ville de Laval pour Laval à vélo depuis quelques années. Donc, ce volet quand même récréatif, il est toujours présent dans notre ADN, il est toujours là, il est non négligeable. C'est aussi ce qui nous amène à travailler, par exemple, en tant que coordonnateur national de la Route verte. La Route verte, c'est ce réseau qui traverse aussi Laval et qui constitue 5300 kilomètres de réseau à travers la province dans toutes les régions. C'est quand même impressionnant et c'est quelque chose qui a vraiment contribué à rendre le tourisme à vélo une réalité vraiment particulière à l'échelle nord-américaine, au Québec. Beaucoup d'autres provinces et même de pays nous envient ce réseau-là. On est aussi connu peut-être aussi pour l'agence de voyage qu'on a qui permet à des gens de voyager à l'étranger à vélo. Ça paraît complètement naturel désormais, mais ça ne l'était pas tant quand on a commencé. Et finalement, le bout qui est peut-être moins connu de ce qu'on fait, c'est tout ce qui vise le transport actif et vraiment le vélo plus utilitaire. Et ça se passe beaucoup dans la partie de Vélo Québec qui est l'association. L'association, qu'est-ce qu'elle regroupe? Elle regroupe, outre la coordination de la route verte à l'échelle provinciale, aussi toutes les expertises qu'on fait. Donc, on a un service avec des urbanistes, ingénieurs, etc., des gens qui sont vraiment spécialisés, qui se passionnent pour le vélo depuis des années et qui sont amenés à faire des expertises pour les villes, qu'il s'agisse de plans directeurs de mobilité durable, de plans piétonniers, etc. On a eu plusieurs mandats pour Laval au fil des années. On a par exemple travaillé à une époque sur la problématique très, très particulière du partage des voies réservées entre les autobus et les vélos. Et d'ailleurs, il faut saluer Laval qui a été assez précurseur en la matière. On la cite souvent en exemple quand on essaie de faire débloquer des choses à Montréal. Ça arrive enfin et c'est notamment parce qu'on a des exemples à montrer de ce qui s'est fait à Laval. Alors, merci Laval pour ce bel exemple. Et puis, on a, moi, en tant que directrice des programmes, je supervise un peu tous les programmes qui veulent faire la promotion du transport actif. On inclut là-dedans par exemple, le mouvement Vélo Sympathique, qui est un programme de certification. Alors, autant la STL, on l'a appris tantôt, est certifiée Vélo Sympathique parce qu'elle montre en tant qu'employeur comment elle encourage vraiment ses employés à faire du vélo. Mais c'est aussi le cas pour la ville de Laval. La ville de Laval, dans le volet collectivité, est certifiée niveau bronze pour la période 2019-2024. Donc, elle a eu à répondre à un questionnaire vraiment très, très, très exhaustif sur tous les efforts qu'elle fait pour vraiment promouvoir le vélo. Et c'est bien parce qu'on a vu ces beaux plans-là, que ce sont des juges indépendants qui évaluent ces candidatures, mais toute la planification dont s'est doté Laval et toute cette vision-là, ça lui a valu ce niveau de certification.
qui est quand même pas si facile à obtenir et qui est très exigeant et qui en plus évolue au fil du temps pour refléter toujours les meilleures pratiques. Alors, ce qui vous aurait valu une certification bronze en 2016 est peut-être plus vraiment à la hauteur. Alors, il faut constamment montrer comment on améliore ces pratiques et on mesure les choses. C'est sûr qu'on parlait tantôt de part modale. On s'est doté de tous les outils pour y arriver. On a hâte de voir les résultats en termes de nombre de trajets qui sont effectivement faits à vélo. Parmi les programmes que je supervise également, un qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai présidé un peu à sa naissance, c'est le programme Cycliste Averti qui cherche à former les petits cyclistes de demain. Donc, ça s'adresse aux enfants dans les écoles primaires en 5e, 6e année. C'est vraiment pour en faire des usagers de la route responsables à vélo, qu'ils apprennent tout le nécessaire pour être des bons petits usagers de la route. Et ça, on a aussi quelques écoles qui participent à Laval depuis quelques années. Alors, c'est une autre façon de préparer la culture. On en parlera un petit peu plus tard, mais quand on veut promouvoir le transport actif, on voit qu'il y a tout un aspect qui est dans le bâti, qui est dans l'environnement, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi y aller avec de l'encouragement, de l'éducation, etc. Donc, on travaille également là-dessus. Et puis, peut-être ce que vous connaissez de Vélo-Québec, ce sont ces prises de position publiques, c'est-à-dire qu'on s'efforce de défendre les intérêts des personnes qui se déplacent à vélo ou qui font du vélo même pour leur loisir dans des dossiers comme la révision du Code de la sécurité routière ou le financement provincial pour les infrastructures cyclables, etc. Donc, vous dire qu'on fait beaucoup de choses autour du vélo sous toutes ses formes, mais que bien sûr, le transport actif, veut pas en 2020, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres et c'est vraiment le vélo utilitaire qu'il faut maintenant développer. J'aime beaucoup entendre parler il faut mettre des gens sur nos pistes cyclables parce que oui, les infrastructures sont importantes, mais j'aime entendre qu'on va dans les écoles puis qu'on donne envie aux enfants d'aimer ça puis d'avoir le goût de peut-être l'utiliser quand ils seront adolescents. Merci beaucoup, Magali, pour cette explication de Vélo-Québec. Moi-même, il y a plein de choses que je connaissais pas, donc j'en ai appris plusieurs. Si je pense à une vision d'avenir pour le transport actif, j'imagine une ville où l'on peut se rendre à nos commerces de proximité. Ça a été nommé déjà utilitaire en vélo ou à pied. Or, actuellement, le chemin pour se rendre au commerce est faisable. Je l'effectue avec ma famille, mes enfants et tout ça. C'est faisable en vélo, c'est faisable en transport collectif, et même à pied. Mais à pied, en tout cas. On y reviendra, là. Je vais peut-être citer ma grand-mère pour ça. Mais lorsqu'on met le pied sur un terrain privé, l'accueil est plutôt désagréable. On entre par un stationnement, bien souvent, où l'espace n'est pas nécessairement sécuritaire pour le vélo ou le piéton. Il n'y a pas nécessairement des racks à vélo. C'est un endroit privé, ce n'est pas la ville qui gère ça, mais ça reste que quand on sort du corridor de la ville, cyclable ou dans l'autobus, on se met un petit peu en danger. Comment on peut réussir à permettre la cohabitation auto-piéton et vélo? Parce que c'est quand même la réalité à Laval. Mathieu Lacombe, j'aimerais m'adresser à toi. Toi qui travailles à la STL, tu as été amené à observer ce qui se passe sur nos routes. Est-ce que tu aurais quelques petites statistiques à nous parler par rapport au transport collectif et l'utilisation? Est-ce qu'il y a vraiment du monde dans nos autobus? Ben, je l'espère, mais oui, il y en a du monde qui se déplace. Un peu moins présentement. La COVID fait mal au transport collectif, mais si je peux te donner des chiffres, là, en temps normal, c'est 19 millions de déplacements annuellement, la STL. C'est 13 millions de kilomètres parcourus par année. Tu peux mettre juste l'autre slide, tu vas voir qui va correspondre avec ce que je mentionne. Il y a 2700 arrêts, tu l'as mentionné tantôt, à peu près, dont 564 ont des abribus. Il y a une augmentation aussi de près de 10 % de l'achalandage. Tu peux descendre une autre fois aussi du réseau régulier entre 2012 et 2019. Et évidemment, là, on exclut 2020. Là, on parle vraiment d'une baisse considérable à cause de la COVID, mais c'était quand même une belle augmentation de l'achalandage. Donc oui, il y a des gens qui sont dans les autobus, qui l'utilisent. Puis dans une journée moyenne, c'est à peu près, c'est vraiment 13 % des Lavallois là, qui effectuent un déplacement en transport en commun. Puis ce pourcentage-là passe à 20 % en période de pointe matinale. Puis ce pourcentage-là, il est en progression depuis plus de 15 ans. Donc c'est encourageant. C'est une belle tendance à la hausse. C'est une preuve que les gens, de plus en plus, adoptent le transport en commun. Peut-être aussi une preuve que notre service est de plus en plus compétitif par rapport à la voiture. La slide
d'après, on a encore ici 10 façons de se déplacer à Laval. Donc, on les voit. On a 46 lignes d'autobus. De chaque année, il y a de plus en plus de lignes accessibles. C'est écrit 15, on est rendu à 16. On en ajoute annuellement. Les stations de métro, il y a plus de 1000 km de trottoirs, près de 300 km de pistes cyclables. Il y a les stations communautaires, on en a parlé un petit peu tantôt, les taxis collectifs, 14 lignes. Donc, plusieurs façons de se déplacer. Puis ça, c'est une campagne promotionnelle qui voulait démontrer qu'il y a plein de façons de se déplacer, dont en transport actif. Parce que maintenant, il y a des Bixi à Laval, on est à 6 stations, puis ça continue d'augmenter. Ça fait un peu le tour des statistiques. Si tu veux, il y avait aussi quelques... Je ne sais pas si tu veux introduire cette section-là, des obstacles ou... Oui, tout à fait. Okay. Quels sont les enjeux à Laval liés au transport collectif? On est quand même... Le métro est utilisé pas seulement par les Lavallois, donc j'imagine que ça joue sur vos enjeux. Bien, c'est ça. Il y a plusieurs enjeux, plusieurs choses qui font en sorte que le transport collectif n'est pas autant utilisé qu'on le souhaiterait. Tout d'abord, bien, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est super important pour nous. On a un plan de développement de l'accessibilité. Puis, comme je l'ai dit tantôt, on ajoute des lignes accessibles, on ajoute des arrêts accessibles pour faire en sorte que les gens qui ont des difficultés de déplacement puissent ne pas être limités dans leur déplacement ou le moins possible. D'autres obstacles pour nous, pour l'utilisation de transport en commun, on parlait de la fréquence de passage, l'efficacité, du rendement versus l'automobile. Tout ça mis ensemble, c'est des obstacles, c'est des défis pour nous parce qu'il y a un travail d'optimisation perpétuelle du réseau pour justement que notre compétitivité par rapport à la voiture soit meilleure. Puis, quand on a parlé tantôt des MPB, les mesures préférentielles pour bus, ça fait partie de notre travail à nous justement pour rendre plus efficace le réseau. Il y a aussi tout ce qui est connectivité, correspondance. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Connectivité dans le sens de... ça peut être le réseau cyclable qui soit mieux interconnecté, mais c'est aussi la connectivité, les correspondances quand on se déplace à Montréal, puis par le métro, puis quand on revient à Laval, chez nous, le soir, puis qu'on ne veut pas trop attendre notre autobus. Donc, tout ça, que ça soit bien fluide, ben, il y a encore beaucoup de travail à faire. On en est conscient, mais on y travaille. Il y a toujours le coût. Le coût de déplacement, évidemment, c'est un enjeu aussi. C'est pas Laval étant ce qu'elle est, c'est une île. Il y a des milieux ruraux qu'il faut traverser, qui sont moins densément peuplés, qui fait en sorte que le coût de déplacement peut être un peu plus élevé à Laval qu'à Montréal, où là, il y a une densification importante, pas mal généralisée sur le territoire. Il y a aussi toutes les zones mal desservies qui sont pour nous un obstacle à la fréquentation, à l'utilisation de transports en commun, parce que de plus en plus de petites PME qui s'établissent à Laval. Les gens travaillent de plus en plus à Laval, habitent à Laval, travaillent à Laval. Donc, il y a un défi de desservir des zones qui autrefois étaient moins stratégiquement intéressantes à desservir. Puis là, maintenant, ben, il y a une demande pour ces zones-là. Il y a des entreprises comme Structure, par exemple, qui nous approchent. On travaille avec les chambres de commerce, avec Développement économique Laval, puis des fois, il y a des exceptions, du travail ponctuel qui se fait avec comme Structure, j'allais dire, qui voulait pouvoir permettre à ces employés de continuer de venir en transport en commun au magasin de Laval, sur le bord de la 13. Donc, il y a une navette là, avec leur collaboration qui peut être mise en place, puis un service dédié pour cette entreprise-là avec leur collaboration. Fait qu'il y a du travail qui peut être fait comme ça. Évidemment, l'accès à la voiture, ça va toujours demeurer un obstacle. Je pense qu'il y a du travail de communication de notre côté qui peut être fait pour faire réaliser aux gens que le coût d'une voiture, c'est pas seulement le coût à la pompe, tu sais, que c'est aussi l'amortissement, les réparations, les changements d'huile, etc. Donc, quand on met tout ça dans la balance, des fois, on peut peut-être se dire que le transport en commun, finalement, il est plus intéressant que le déplacement en voiture. Puis, le dernier point, c'est tout ce qui touche l'étalement urbain. La périurbanisation, l'aménagement du territoire qui est taxé sur la voiture, ça l'aide pas. Évidemment, on veut des milieux plus densifiés. Je pense qu'il y a une super belle volonté de la ville, on le voit, là, on l'a vu tantôt, pour faire en sorte qu'on a un territoire qui est plus efficace au niveau des déplacements. Puis on travaille avec la ville de ce côté-là, puis on s'en va du bon côté, là. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, on voit un peu qu'il y a des enjeux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'usagers. Donc, ça va vous donner un peu le moyen de vos défis. Oui, moi, nos ambitions. Puis, juste pour terminer, puis, il y avait une volonté avec la ville d'augmenter nos services de 5 % par année pendant 5 ans, là, à partir de l'année passée ou cette année. Là, je me rappelle pas très bien, mais puis ça, à cause de la COVID, malheureusement, ça n'aura pas lieu tout de suite, mais c'était directement aligné avec le plan de mobilité durable du gouvernement du Québec. Fait
c'était une super volonté de rendre le transport en commun plus attractif, plus compétitif. Encore, je le répète, là, par rapport à l'auto. Fait que ça s'en vient. Là. On va avoir plus de services, puis on a un service plus efficace à chaque année. Là. Fait que, voilà. Christine, je te lance la balle. Là, bien sûr, il y a les contraintes de la ville en soi, mais là, cette année, vous avez fait face à la COVID. Donc, j'imagine que ça fait aussi moins de monde en transport en commun. Mais est-ce que ça a eu un impact positif sur votre entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées chez Transit par rapport à la COVID, le couvre-feu? Vous avez fait des nouvelles actions là-dessus? Absolument. Est-ce que je suis sur... Oui, non, OK. C'est absolument. En fait, j'ai des statistiques à vous montrer un petit peu. Puis, ça ligne bien avec ce que Mathieu disait, dans le sens que, tu sais, quand il parlait d'augmenter le service, puis l'augmentation d'utilisation, nous aussi, on le voyait en janvier, février dernier. Je vais juste vous montrer, dans le fond, juste faire un petit bémol par rapport à ces stats-là, c'est nous, dans le fond, chez Transit, on ne peut pas vous donner des stats sur l'utilisation du transport en commun. C'est la STL qui gère ça. C'est eux qui peuvent fournir des chiffres officiels. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est regarder l'utilisation de l'application. Fait que nous, on calcule ça en termes de nombre de sessions. Fait qu'une session, c'est chaque fois que l'application est ouverte. Ça compte pour une session. Ça, c'est juste sur le territoire de la STL. Fait qu'on peut voir que janvier dernier, février dernier, 1,6 million de fois que l'application a été ouverte. Puis là, après ça, on s'en souvient, tout a fermé. Fait qu'on est descendu à 200 000 à peu près au plus bas en avril. Mais c'est ça. Fait qu'étant donné qu'on a une bonne quantité de gens qui utilisent l'application, on s'est dit, nos stats sont quand même capables de dresser un bon portrait de ce qui se passe. Fait qu'avec nos analystes à l'interne, on s'est mis à travailler sur un site web, dans le fond, qui permet de visualiser les changements pour la demande du transport en commun. Encore là, je dis la demande parce que nous, on se dit, quand quelqu'un ouvre l'application, c'est qu'il se dit, je veux aller voir l'autobus Pascal. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la demande, puis on ne parle pas d'utilisation en soi. Fait que ces données-là, elles sont encore accessibles. Le site web, c'est transitapp.com/coronavirus. Nous, on a pris les statistiques de pratiquement toutes les agences de transport qui sont disponibles dans Transit, puis on a publié ça sur le web. Fait que ça permet de comparer certaines villes puis de regarder sur l'évolution de la pandémie dans le fond. Est-ce que ça descend, ça remonte tranquillement? Puis ça, j'ai fait des captures d'écran vendredi, là, puis je serais curieuse, Mathieu, tu pourras me répondre peut-être plus tard, mais nous, dans le fond, pour Laval, là, on remarquait que vendredi, on est à peu près à moins 77% de demandes. Fait avec les conversations qu'on a eues avec d'autres agences, on trouvait qu'on était quand même assez proche de la réalité. Je te confirme, je ne sais pas si je peux parler, là, mais je te confirme, ça ressemble pas mal à nos chiffres. C'est ça. Fait que, dans le fond, vu qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on sait qu'on est à peu près représentatif. C'est sûr qu'on va peut-être on a peut-être plus d'utilisateurs qui sont dans la catégorie un petit peu plus jeune parce que ça reste une application pour les téléphones intelligents, mais sur tous les marchés, là, je te dirais que c'est quand même assez représentatif. Fait que toutes ces données-là sont accessibles en ligne. Vous pouvez aller jouer et comparer différentes villes. Puis, vous pouvez aussi télécharger les données brutes. Donc, si tu as envie de faire des analyses à la maison, c'est possible. Mais ça, ce genre de données-là, ça sert pour justement la STL ou les villes ou à quoi vont servir ces données-là? On s'est dit qu'on avait tellement d'utilisateurs c'était un peu une mine d'or, ces données-là, puis tout changeait tellement rapidement, puis tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait, puis c'est pas tout le monde qui est en mesure de pouvoir comme analyser des données rapidement. Fait que nous, on était un peu privilégiés dans le sens qu'on avait une équipe qui pouvait s'attaquer à ça, puis on s'est dit, on ne va pas garder ces données-là pour nous, on ne va pas les vendre, on va juste les publier. Puis si ça peut aider d'autres sociétés de transport à s'adapter, c'est sûr que ça, on a fait ça un peu en catastrophe. Je pense qu'on a publié ça le début avril. Fait que ça a pris comme 2 semaines et demie. Là. Puis après ça, c'est ça. On les maintient encore. Là, à chaque jour, il y a un nouveau fichier qui est publié. Fait que c'est vraiment dans le but de rendre ces données-là ouvertes puis de donner à tout le monde un portrait de ce qui se passe puis leur permettre de faire leurs propres analyses. Puis sinon, je me ramène dans l'application spécifiquement. Quand tout s'est mis à fermer au mois de mars, notre focus principal, c'était vraiment d'informer les utilisateurs sur c'était quoi les derniers changements. Parce que même si la majorité des gens ont transitionné vers le travail à la maison, il restait encore des travailleurs essentiels, des gens qui dépendaient du transport en commun pour leur déplacement.
Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiché une grosse bannière rouge dans l'application. Donc, dès qu'on ouvre l'application, c'est ça qu'on voyait. Fait qu'on conseillait aux gens de rester à la maison, mais s'ils devaient se déplacer, ils pouvaient taper sur la bannière pour consulter une espèce de page web dans laquelle on allait chercher toutes les informations les plus récentes. Puis même à l'interne, en fait, on avait une équipe qui faisait juste ça au début, s'assurer de maintenir l'information à jour. Fait que soit en communiquant directement avec les agences de transport ou en allant voir les sites web pour s'assurer qu'on présentait l'information la plus récente. Puis, au niveau des données, on a automatisé des processus pour être plus efficace. En fait, je vous ai parlé de GTFS plus tôt. Cet ensemble de données qui contient les horaires d'autobus, en temps normal, avant la pandémie, nous, chez Transit, on allait voir une fois par jour. Donc, normalement, la nuit, on envoie une requête, disons, à la STL, puis on dit, bon, est-ce que ton GTFS aurait changé? Normalement, une fois par jour, c'est suffisant parce que les sociétés de transport vont pas faire des changements d'horaire chaque semaine. Souvent, c'est 2 fois par année, 3 fois par année. Mais là, étant donné que tout le monde était en mode « OK, j'annule des lignes d'autobus, j'annule des départs », les choses changeaient extrêmement rapidement. Puis nous, en fait, on voulait s'assurer d'avoir les informations les plus récentes dans l'application. Donc, on a augmenté nos systèmes pour qu'ils aient vérifié 4 fois par jour si les informations dans les GTFS avaient changé. Donc, ça veut dire que dès qu'on détectait qu'il y avait un changement qui avait été publié, on prenait cette information-là puis on la renvoyait dans l'app. Puis ça permettait en fait aux utilisateurs d'avoir accès aux horaires les plus récents puis de continuer à planifier des déplacements là, dans cette espèce de chaos dans lequel on était. Alors, Christine, si je comprends bien, dans le fond, Transit a changé un peu sa vocation au travers de la COVID pour rendre service. Il gardait le service aux clients, mais s'est adapté en fonction des nouveaux enjeux. En fait, je dirais pas qu'on a changé notre vocation parce qu'on est toujours comme on veut on travaille pour les utilisateurs. Nous, c'est comme tu disais, cette personne-là qui attend à l'arrêt d'autobus à moins 40, qui est comme, hey, où mon autobus, tu sais? Et que si nous, on lui a dit qu'elle arrivait dans 2 minutes puis elle n'arrive pas, tu sais, c'est là que notre boîte de courriel se remplit de genre, je prendrai plus jamais l'autobus. Fait que, c'est ça qui était super important. On a perdu 80% de notre base d'utilisateurs, mais on se disait, ceux-là qui restent encore, ils ont encore besoin de nous. T'sais. Fait qu'on a vraiment focusé beaucoup sur la communication puis essayer de leur donner le plus d'informations possible. Merci beaucoup, Christine. En fait, je vois le temps qui file, puis je veux laisser la parole à tous. Puis j'aimerais beaucoup parler de citoyens engagés parce que Laval en transition, c'est aussi ça. Donc, je vais être obligée de couper court là-dessus. Mais pour laisser la place à Jean-Sébastien qui va nous parler plutôt de sécurité à vélo. Vous avez eu la chance avec la Ville de Laval d'observer ce qui se passait sur les routes. Puis, tu l'as dit tout à l'heure, la priorité, c'est la sécurité. Puis, c'est la raison aussi pourquoi les gens vont embarquer sur un vélo s'ils se sentent en sécurité. Est-ce que tu as rapidement là, quelques statistiques à nous partager? Puis après, on va aller voir les beaux projets là, qui ont été faits vers la fin du panel. Avec grand plaisir. Il faut absolument montrer quelques images de quoi on s'inspire dans nos actions parce que le constat qu'on a fait avant de commencer à travailler de façon plus ardue sur la mobilité active, c'est justement qu'on a des situations qui pour nous qui perdurent depuis plusieurs années puis quand on voit ça sur Google Street View, pour nous, c'est pas acceptable. Puis là, on parle de sentiment de sécurité. Est-ce que ça se traduit en accident? Peut-être pas parce qu'il y a tellement peu de piétons qui veulent aller là. Puis là, on est dans un arrêt d'autobus en plus. Donc, il y a un usager qui est là, qui doit attendre l'autobus. Ça, c'est le boulevard Le Corbusier dont on a parlé tout à l'heure. Donc, évidemment qu'on a réaménagé. Les exemples que je vous montre, la plupart, c'est des endroits justement où on est venu intervenir. Donc, quand je vous dis qu'il y avait des gestes à faire rapidement, c'est ça. Fait que des fois, ça peut coûter extrêmement cher. C'est pour ça que parfois, on y va avec du transitoire, parfois, on y va avec du permanent selon les opportunités. Ici, c'est le boulevard d'Agenais dans l'ouest. On voit des enfants, c'est l'endroit qu'ils ont pour jouer dehors. Donc, pour nous, c'est pas acceptable de voir des choses comme ça.
Le boulevard Le Corbusier-Sud, souvent, les gens pensent qu'il n'y avait aucun cycliste là avant qu'on fasse les aménagements, puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Il y en avait, puis ils circulaient à contresens sur le trottoir du mieux qu'ils pouvaient dans les circonstances. Boulevard Sainte-Rose aussi, dans Laval-Ouest, un endroit aussi qu'il y a une piste cyclable super intéressante, la route verte qui passe le long de la rivière, mais où les gens sont, près des commerces, tout ça, il y a quand même des cyclistes qui se déplacent. Ça, c'est des jeunes enfants aussi qui se déplacent sur le boulevard Sainte-Rose. Là aussi, cette année, on est venu aménager un corridor cyclable de très grande ampleur. René Laennec, on n'a pas parlé tant que ça de l'accessibilité universelle, mais il y a beaucoup de personnes âgées à Laval quand même qui se déplacent en fauteuil roulant, quadriporteur, triporteur. Les pistes cyclables, c'est un espace qui peut être utilisé par ces gens-là puis qui est très apprécié d'ailleurs des commentaires qu'on reçoit des gens à mobilité réduite. Puis nos grands axes, nos grands boulevards, la ville de Laval est très imperméable dans son réseau routier. Puis nécessairement, les gens souvent doivent passer sur les boulevards pour se rendre à leur destination. Ça, c'est justement un pôle de quartier dans Duvernay, là, près du croissant de Calière et tout ça. Donc, il y a un grand dynamisme dans ce secteur-là. On n'avait pas d'aménagement cyclable sur Concorde. Donc, pour les gens, ça devient pratiquement impossible de se rendre à leur pharmacie, leur supermarché et tout ça. Donc là, également, on est venu intervenir sur Concorde. Quand on voit des situations comme ça, des jeunes enfants sur un petit trottoir d'à peine 1 mètre, 1 mètre 2, on voit qu'il y a vraiment un besoin d'agir. Fait que, souvent, on pense, puis je vous ai parlé d'une part modale de 7 %, ça a de l'air peu, mais pour 450 000 habitants, ce 7 %-là, ça fait beaucoup de gens. Il y a plein d'écoles, il y a des jeunes qui marchent autour des écoles. Donc, vraiment, on prend ça à cœur, la sécurité puis le sentiment de sécurité. Puis Laval aussi, on est un milieu encore un peu rural. Hein? Donc, on voit des situations comme ça sur nos anciens rangs. Ça, c'est sur le boulevard Saint-Elzéar où on est venu aménager des bandes cyclables également. Donc, je vous montre ces photos-là parce que pour moi, c'est un peu le sentiment d'insécurité qui fait que les gens ne prenaient pas leur vélo. Maintenant, en termes d'accidents, comment que ça se traduit? Vous voyez la carte, tous les points qui sont sur la carte, c'est des collisions impliquant des piétons et des cyclistes quand on a fait notre grande étude de sécurité routière de 2011 à 2015. Ce qu'on constate avec ça, c'est que la grande majorité des accidents qui touchent ces usagers-là, c'est sur le réseau artérielle ou les collectrices majeures. Donc, c'est pas sur les rues locales que ça se passe, c'est vraiment sur le réseau principal. Puis, tu sais, là-dessus, on voit Saint-Martin, on voit Concorde, Notre-Dame, Le Corbusier, tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il était pour nous urgent d'agir sur ces grands axes-là. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, pour se déplacer d'un quartier à l'autre, souvent, il faut emprunter ces artères-là. Donc, on voit un petit peu ce qui a été fait, là. On a fait une centaine de kilomètres d'aménagement cyclable, parfois par du transitoire, parfois par du permanent. Mais qui est vraiment venu attaquer le cœur du problème là, dans un premier temps. Puis maintenant, là, on travaille à ficeler tout ça, désenclaver encore des quartiers qui ont encore besoin d'un axe important. Donc, je vous montre là-dessus ce que le réseau, de quoi il avait l'air en 2019, mais encore en 2020, on a affranchi d'autres barrières, entre autres Curé-Labelle, près de la 440, qui a été aménagée, donc qui vient permettre aux gens de Fabreville, Laval-Ouest, à se connecter au centre-ville de Laval. D'est en ouest, Saint-Martin, qui est un 12 km qu'on a travaillé très fort aussi en transitoire. On a fait des axes aussi quand même sur des rues alternatives dans les quartiers plus locaux, comme Tracy du Souvenir, qui est parallèle justement à Saint-Martin pour essayer de diversifier l'offre parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui va être à l'aise à circuler sur Saint-Martin. Donc, on essaie de trouver des alternatives pour tout le monde. Puis en termes de collision, on voit un petit peu la situation depuis qu'on a commencé à intervenir depuis 2015. On est vraiment, pour nous, sur la bonne voie. En termes de collision, là, tout mode confondu, là, automobiliste, piéton, cycliste et tout ça, ça demeure assez stable. C'est une légère baisse, mais quand on regarde en termes de collision impliquant un cycliste avec une blessure corporelle, ben là, on est quand même en forte baisse. Donc, pour nous, c'est vraiment, on est dans la bonne direction. Puis, voilà, on s'attaque vraiment à cette question de sécurité, d'abord parce que pour nous, c'est la base de tout, puis également en parallèle d'essayer de rendre ça plus attractif pour les usagers parce qu'on sait que plus il va y avoir de gens qui vont en faire, plus les automobilistes vont aussi être aux aguets parce que quand il n'y en a pas beaucoup, ben ils sont surpris quand ils en voient un et tout. Donc, il y a une certaine masse critique à un moment donné aussi qui fait que les automobilistes s'habituent à la présence des cyclistes sur le réseau routier et des piétons également.
Voilà. Merci Jean-Sébastien. On voit bien que vous êtes allé là où il y avait des collisions et là où, sans essayer de détourner les gens, c'est vraiment d'aller régler les problèmes à la source. Donc, c'est très bien. Je vais devoir sauter quelques petits trucs, mais ce que je vais vous inviter à faire, chers panélistes, c'est pendant les questions citoyennes, si vous avez des exemples visuels, des accomplissements qui ont été faits, qui pourraient répondre à des questions, je vous inviterai à les partager parce que peut-être que ça va répondre justement à des questions que les gens auront, des exemples qui ont été faits ailleurs, des choses que vous avez accomplies aussi. Mais je ne peux pas quitter ce panel sans parler du rôle du citoyen engagé. Laval en transition, je suis moi-même une citoyenne, je suis bénévole aujourd'hui, je me suis engagée dans l'animation, puis je m'engage aussi dans la lutte au changement climatique à ma manière. Mais j'aimerais, et je trouve que c'est important qu'on se sente impliqué, vous l'êtes aussi des citoyens malgré que vous représentez des compagnies ou des organismes. J'aimerais entendre Magali Bebrun parce que je pense que Vélo-Québec, ça part aussi d'un mouvement citoyen. Selon vous, c'est quoi le rôle du citoyen dans la valorisation du transport actif? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, pour convaincre nos voisins qui ont un pick-up de ne plus utiliser leur pick-up ou de moins l'utiliser, par exemple? Ce serait peut-être de ne pas avoir peur du changement. On sait chaque fois qu'il faut réallouer de l'espace pour justement créer des conditions plus favorables, que ce soit pour la marche ou pour le vélo, mais ça veut dire remettre un petit peu en question l'espèce d'hégémonie de la voiture. Puis on est habitué à pouvoir se stationner devant chez soi, on est habitué à pouvoir se stationner devant sa destination. Il faut savoir que chaque voiture individuelle, on estime que ça prend 5 places de stationnement, une pour l'endroit où on travaille, l'endroit où on vit, l'endroit où on magasine, l'endroit où on va chercher ses enfants, etc. Alors nécessairement, si on veut faire de la place au mode de mobilité qu'on appelle doux en quelque sorte, il faut être prêt à marcher un petit peu plus, il faut être prêt à revoir ses habitudes et ne pas toujours avoir ce réflexe de sauter dans sa voiture. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on le sait quand on fait des sondages d'opinion à quel point, sur le principe, les gens sont en faveur du développement des infrastructures cyclables, etc. Mais dès que ça commence à toucher leur cours arrière, dès que ça commence à toucher leur rue, et que ça demande un petit effort, oui, on en veut bien du réseau cyclable, mais pas chez nous. Et c'est toujours fascinant parce que c'est à ces moments-là aussi qu'on voit apparaître des arguments. Ah non, mais c'est pour la sécurité des cyclistes même. Donc, c'est pour leur bien qu'on veut pas que cette infrastructure-là voit le jour. Et je nous inviterai à nous projeter aussi dans le futur parce que il y a une comparaison qu'on fait souvent. On n'a jamais déterminé le besoin de faire un pont en comptant le nombre de personnes qui traversent à la nage un cours d'eau. Et bien, c'est un peu pareil pour les cyclistes, c'est-à-dire que les arguments qu'on entend, puis il y a eu un backlash quand même assez important à Laval avec l'implantation de certaines voies cyclables sur des grands boulevards, de dire personne les utilise. Mais c'est un peu la poule et l'œuf et personne ou très peu de gens les utiliseront tant qu'ils ne sont pas créés, ces liens-là, qu'ils ne sont pas sécuritaires, qu'ils ne sont pas bien connectés et un seul lien tout seul ne fonctionnera pas. Un trajet, il n'est aussi sécuritaire que son lien le plus faible. S'il y a une traversée d'autoroute à faire qui n'est pas conviviale, ça veut dire qu'on va renoncer à faire l'ensemble de ce déplacement-là. Donc, c'est aussi de penser équité, de penser qui d'autre qui ne fait pas de vélo actuellement pourrait se permettre de faire du vélo. Et c'est une question d'équité. Pourquoi? Parce que détenir une auto individuelle, c'est un budget d'à peu près 10 000 $ par an pour un budget. C'est une source d'appauvrissement collectif et individuel immense. Et si on se soucie de gens qui, en plus, avec la COVID, peut-être ont perdu leur emploi, en plus de difficultés économiques, etc., on devrait tous se donner la mission de donner plus d'options de transport à ces gens-là et des options de transport peu coûteuses et qui puissent s'adresser à des femmes, à des hommes, à des enfants, à des personnes plus âgées. À Laval, en 2015, on estimait que 46% à peu près des cyclistes étaient des femmes. Ça, c'est un des indicateurs qu'on aime bien regarder parce qu'on sait que par définition, les femmes sont plus craintives que les hommes à faire du vélo. Alors, c'est un indicateur. Le taux de femmes qui font du vélo, ça vous donne un petit indice sur le niveau de maturité puis à quel point c'est convivial de faire du vélo à Laval. Puis, comme citoyenne aussi, c'est sûr que j'ai dû faire l'effort de dire « je vais me réhabituer à prendre le vélo » parce que quand j'étais à Montréal, c'était un réflexe. Puis à Laval, ce n'est plus. On se demande pourquoi. Pourtant, c'est les mêmes distances quand on calcule.
Mais là, comme citoyen, est-ce que, Jean-Sébastien, tu m'avais parlé de quelque chose en pré-entrevue que je trouvais intéressant quand même. Tu sais, c'est quoi notre pouvoir comme citoyen quand on voit que justement, là, on prend notre vélo, on s'en va, super belle piste cyclable sur le Corbusier, et là, on arrive au Canadian Tire, pour ne pas le nommer, et là, on arrive dans un stationnement, et là, moi, je me sens plus en sécurité, puis je suis pas toute seule, je suis avec mes enfants, tu sais, j'ai voulu instaurer ça dans ma famille. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme citoyenne engagée? Selon toi. Il faut le dire effectivement aux commerçants. Nous, on a vu des super beaux exemples, justement. On parlait de Saint-Martin tout à l'heure. Il y a certains restos qui, suivant l'implantation de la voie cyclable, ont mis un support à vélo devant leur porte avec un symbole P dessus et tout ça. Donc, il ne faut pas se gêner pour être présent auprès de ces commerçants-là avec son casque à vélo, de montrer que vous êtes là. Parce que souvent, les gens, ils n'ont juste pas l'impression qu'il y a de clientèle cycliste qui viennent à leur commerce. Donc, tu l'as bien dit, des fois, c'est un grand stationnement en façade et tout ça. Le support à vélo est dur à trouver. Il est perdu au fond, à côté des poubelles. Donc, dites-le aux commerçants là, que ça en prend. Vous êtes un utilisateur, vous êtes un client de ce commerce-là. Puis, ça doit être invitant. Et au-delà de ça, c'est certain que la réglementation à Laval, on est dans une refonte réglementaire présentement, donc éventuellement, ça va être intégré dans la réglementation pour le redéveloppement des commerces, les nouveaux commerces, des obligés d'avoir un stationnement à vélo. La configuration du bâtiment aussi va être revue quand il va y avoir un redéveloppement. Ce grand stationnement en façade, on va demander aux commerçants que non, maintenant, c'est plus permis, le stationnement va être en arrière. Exact, pour que ça soit invitant pour le citoyen ou le cycliste ou le piéton qui s'en va au commerce. Donc ça, il y a beaucoup de travail à faire. C'est vrai, évidemment, c'est du longue haleine, mais quand même, à court terme, faut montrer notre présence, il faut le dire. Je dirais aussi, il faut se présenter dans les séances d'information, dans les séances du conseil et tout ça, pour croiser aussi les autres points de vue, parce que des fois, les gens, justement, Magali en a parlé tout à l'heure, ont peur de perdre leur stationnement et tout ça. Donc, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de cyclistes qui passent sur leur rue, alors que c'est faux. Il y en a beaucoup qui passent, puis on a fait des mesures aussi de notre côté, mais d'avoir une vraie personne qui parle à son voisin, là, justement, pour dire que moi, je prends mon vélo au quotidien pour me déplacer, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure, puis de relativiser aussi de cette question là, du besoin de stationnement et tout ça. Là. Mais merci beaucoup, c'est très inspirant. Je vais demander aux citoyens qui sont de l'autre côté, à regardez-moi.ca, de commencer à écrire leurs questions dans le chat, parce que si Marianne n'est pas loin, on serait prêt à se rendre à cette étape-là. Comme je disais aussi à Mathieu, Christine, Magali, Jean-Sébastien, si vous voulez ajouter du visuel sur les réponses, n'hésitez pas à le faire, parce qu'on a dû sauter la partie plus des accomplissements que vous avez faits, ce qui est dommage. Mais les questions des citoyens, c'est quand même pour ça qu'on est là avec Laval en transition. C'est pour entendre les citoyens parler. Donc, Marianne, à toi la parole. Oui, certainement. Puis il y a déjà des questions, en fait, qui ont commencé à affluer, je vous dirais, assez rapidement dans le cadre, justement, des présentations. Alors, ça augure bien. Peut-être une première question qui s'adresserait à Mathieu. La STL est reconnue comme une société de transport très innovante. Quelles sont les améliorations, ou du moins, quelles sont les choses qui font en sorte que vous encouragez plus spécifiquement le transport actif? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous aussi? Je sais qu'il y a déjà eu des initiatives, entre autres, au niveau, par exemple, des vélos électriques ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là avec la STL? Comme bientôt, là, tu sais, des primeurs peut-être? Ou à moyen terme? Oui. Bien, pour le vélo, je référerais à Bixi, là, qu'il y a des vélos électriques puis que les stations vont continuer à se déployer sur le territoire. Donc, tu sais, je pense que ça serait la meilleure réponse à donner à ce niveau-là. Puis pour les mesures innovantes qu'on déploie, qui vont favoriser le transport actif, on dirait que rapidement, je reviendrai aux mesures préférentielles par bus, parce que de prendre le transport en commun, ça implique du transport actif, là, parce qu'il faut se rendre à notre arrêt d'autobus. On peut même se rendre à vélo à notre arrêt puis mettre notre vélo sur le rack à vélo de l'autobus maintenant, là, de mai à octobre. Puis les mesures préférentielles par bus, là, quand je dis ça, là, je parle de voies réservées, je parle de voies d'évitement, je parle de système de feu prioritaire, je parle de feu chandelle, puis de tous les ajouts là, de verdure, pistes cyclables, etc. Là. Fait que c'est toutes des mesures qui font en sorte que le service est plus efficace, puis qui vont faire en sorte que les gens vont probablement plus prendre l'autobus, puis par la force des choses, déplacer
par la marche ou par le vélo pour se rendre à leur autobus. Donc, tout ça, puis il y a beaucoup d'innovations quand je dis les feux prioritaires, là, c'est des feux prioritaires intelligents. On a été dans les premiers là, au Canada ou en Amérique du Nord à avoir des feux que quand l'autobus est en retard, il va arriver un feu, puis le feu vert va rester plus longtemps pour permettre à l'autobus de passer. Puis s'il y a 2 autobus qui arrivent en même temps, mais c'est celui qui a le plus de passagers qui va pouvoir passer sur le feu vert. Fait que c'est des innovations super importantes qui favorisent et qui rendent le service plus effectif, plus efficace plutôt. Fait que ça serait ma réponse. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Justement, vu qu'on est dans le milieu des innovations, j'ai une question. En fait, j'aurais 2 questions pour Christine, mais du moins, j'en ai une première. Peut-être pour faire un lien justement avec ce que Mathieu vient de dire. Au niveau des technologies, on sait qu'elles permettent de faire plus pour les usagers justement en transport actif. Selon vous, quel est l'avenir justement par rapport à Transit, par rapport justement à ce qui peut être développé ou même par rapport de façon générale au niveau technologique? Qu'est-ce qui s'en vient pour aider les usagers du transport actif? En fait, ça tombe parfaitement dans les réalisations que j'avais à vous partager. Les citoyens ont lu dans nos pensées. Oui. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde qui sait, mais on peut maintenant acheter des billets d'autobus dans Transit qui sont utilisables à Montréal. Fait que ça, c'est un projet qu'on a fait avec l'ARTM. Donc, l'ARTM, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain. C'est un organisme qui chapeaute les 4 grandes sociétés de transport dans la grande région de Montréal. Fait qu'on a travaillé avec eux pour développer un titre bus qui serait valide pendant 90 minutes sur ces 4 réseaux-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est super fiers, premièrement parce qu'on a pu le faire ici à la maison, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Donc, en 2019, on avait à peu près une douzaine de villes en Ontario, aux États-Unis, dans lesquelles on vendait des billets. Puis, en 9 mois, dans les 9 derniers mois, on a plus que doublé, on est rendu à 30 villes. Puis, au mois de mars, on va être dans 60 villes. Fait que nous, on aime ça parce qu'on se dit... il ne devrait pas avoir tout ça devrait être ouvert et accessible à tout le monde. Si chaque société de transport utilise une technologie qui est propre à elle pour acheter seulement ses billets, bien là, ça devient compliqué. Il faut que je download une app pour aller à Laval, il faut que je download une app pour aller prendre le métro à Montréal. Fait que nous, on prône beaucoup les données ouvertes puis le partage comme ça. Puis c'est ça. Fait que ça fait en sorte que moi, je peux utiliser une application pour planifier mon trajet, regarder sur la carte où se situe mon autobus, puis payer mon passage. Puis ça aussi, ben ça veut dire, encore une fois, si je m'en vais faire un week-end à Las Vegas, si je vais faire un week-end à Denver, quand je vais ouvrir l'application Transit, ben la petite barre de billets qui va s'afficher en bas, ça va, au lieu de dire ARTM, ça veut dire RTD Denver. Je vais pouvoir acheter mon billet avec mon compte Transit, ma carte de crédit qui est déjà inclus dans mon téléphone. Fait que pour nous, ça, c'est vraiment une innovation. Puis à Montréal, c'est un projet pilote en ce moment, donc c'est jusqu'à la fin juillet. Puis ça a pris une pandémie, tu sais, pour qu'on puisse développer ça en fait ici. Mais on est vraiment super fiers de ce projet-là. Puis les gens l'ont adopté quand même beaucoup. Puis on espère que c'est là pour rester. Puis peut-être que je peux mentionner en fait rapidement que c'est un billet, ce qu'on appelle la validation visuelle. Ça veut dire qu'une fois que mon billet est activé, ce que je fais, c'est que je montre mon téléphone au chauffeur. Puis les chauffeurs, en fait, ils reçoivent une formation sur qu'est-ce qu'ils doivent identifier sur le billet. En fait, on n'est pas très, très loin du temps où est-ce qu'on montrait un transfert papier aux chauffeurs. Ils savent quoi regarder. Mais c'est aussi, dans un contexte de pandémie, ben c'était bien parce que ça me permettait de valider mon titre sans m'approcher du chauffeur. Fait que c'est quelque chose qui s'est développé super rapidement dans la dernière année. Là. Tout le monde veut avoir un système de paiement sans contact. Là. Ah, wow! C'est vrai que c'est d'actualité et ça répond à un besoin qui existait depuis longtemps. Quelle belle initiative! Effectivement. Vu que, puis là, je m'excuse, Christine, là, vu qu'on a parlé justement de cette période sanitaire un peu, il y avait une autre question qui avait émergé. Est-ce que les utilisateurs de l'application, c'est ça. Excusez-moi, il faut que je la lise. Est-ce que les utilisations de l'application se sont modifiées davantage pour être des utilisateurs justement cyclistes ou marcheurs plutôt qu'au niveau du transport en commun? L'avez-vous remarqué avec l'utilisation justement de l'application dans ces derniers temps?
Oui, en fait, on l'a vu surtout cet été. Tu sais, quand les mesures se sont relâchées un petit peu, on a vu, parce que dans le fond, on a vu, nous, ce qu'on peut mesurer, c'est les planifications de trajet. Fait que qu'est-ce que les gens planifient comme trajet? Avec l'intégration Bixi, on a vu augmenter je planifie un trajet avec Bixi, je débarre on a aussi une intégration Bixi, donc ça veut dire je connecte mon compte Bixi, je peux aussi débarrer mon vélo directement dans Transit. Fait que ça, on a vu. Puis en fait, j'imagine, Magali, tu dois avoir peut-être que tu as des statistiques, mais je pense que cet été, les gens se sont vraiment dit, bon, on a le droit de sortir un peu, je vais me déplacer, mais je ne vais pas nécessairement aller m'entasser dans un autobus. Il y avait quand même pas grand monde dans les autobus, mais les gens ont choisi quand même le transport actif. Et le besoin de bouger. Je pense que les gens avaient besoin de bouger après le télétravail. Donc, cet été, il y a eu la folie du vélo. Ce que je voulais rajouter aussi, une des trucs qu'on fait dans Transit, c'est quand tu planifies un trajet, tu peux mettre l'option « Utiliser mon vélo personnel ». Puis ça veut dire que nous, on va te donner sur la carte le trajet. Bon, tu devrais passer par ici, puis on prend en compte les voies cyclables, puis on prend en compte aussi les voies cyclables protégées. Fait que tu vas le voir sur la carte, ton trajet inclut des pistes cyclables le plus possible, puis la ligne verte est comme plus épaisse lorsque c'est un tronçon qui est une voie cyclable protégée. J'ai plusieurs autres questions, ça afflue. Alors, je vais essayer d'être bonne pour vous, chers participants. Il y a beaucoup de voitures, c'est une question de François. Il y a beaucoup de voitures illégalement stationnées dans les pistes cyclables, surtout l'été. Rares sont donc les sorties de François où cela n'arrive pas. De toute évidence, le message ne passe pas nécessairement très, très bien. Donc, parce que les mesures ne sont pas nécessairement respectées. La Ville de Laval devrait... là, je ne sais pas si c'est plus un commentaire, là, mais non, excusez-moi, il y a une question à la fin. La Ville de Laval devrait cerner ce problème dans une campagne de communication efficace. Quelle est la position de la Ville quant à ce problème très, très, très fréquent? Puis peut-être que ça serait intéressant aussi d'entendre Magali par rapport à ça. Ensuite. Oui, je peux commencer. Effectivement, c'est sûr que c'est un problème plus policier qu'ingénierie. Hein? Ça touche plus mes collègues du service de police, mais oui, effectivement, c'est un gros problème. Le fait aussi qu'une bonne partie du réseau cyclable est encore fermé durant l'hiver n'aide pas. Les gens sont habitués de se stationner dans la piste cyclable une bonne partie de l'année. C'est toute la question aussi des petits travaux que les gens font chez eux. Ils font venir de la pierre pour leur cours, là, ils veulent absolument le mettre devant chez eux, puis la piste est là. Fait que, c'est un gros problème. Puis la police, quand même, depuis les 2 dernières années, là, a commencé à être plus présent auprès de ces problématiques-là. Mais il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, de sensibilisation auprès de ces gens-là, auprès des entrepreneurs, parce que c'est un gros problème aussi au niveau des entrepreneurs. Puis sur nos artères, ça arrive à l'occasion aussi dans des chantiers. Donc, nous, on travaille aussi sur d'autres volets pour pouvoir émettre des constats en parallèle du constat policier, là, des constats au niveau du contrat de travaux qui devraient aider là, dans l'avenir à ce niveau-là. Magali, est-ce que toi, tu aimerais ajouter quelque chose peut-être sur le côté sensibilisation ou qu'est-ce qui pourrait être fait dans une ville comme la nôtre? Mais en fait, je vais peut-être être en désaccord avec Jean-Sébastien dans la mesure où je pense que c'est un problème d'ingénierie à quelque part, parce que c'est sûr qu'une piste cyclable qui est peinte au sol, c'est une bande cyclable, en fait, on n'appelle même pas ça une piste cyclable. Une bande cyclable peinte au sol, c'est tellement facile de franchir la petite ligne peinte au sol, puis de se garer dans la bande cyclable. Alors, c'est certain que je suis pas là pour dire qu'on a les moyens puis que c'est possible ou même souhaitable de faire des pistes cyclables séparées physiquement, que ce soit par des bordures de béton ou par des bollards sur l'ensemble du réseau cyclable. Il faut prioriser. Puis sur des petites rues tranquilles en particulier, on comprend qu'on va aller avec des infrastructures plus légères. Mais c'est un des avantages supplémentaires de ces pistes cyclables-là, séparées de la circulation, telles qu'on commence à les voir de plus en plus, c'est que d'une part, elles empêchent physiquement de se stationner dedans, ou en tout cas, quand on le fait, c'est parce qu'on est très, très au courant qu'on est en train de franchir une bordure ou des bollards. Et puis que ce sont aussi des infrastructures qui sont beaucoup plus faciles à déneiger. Et puis ça, c'est ce qui s'en vient avec nos changements climatiques, avec nos changements d'habitude, etc. Je pense que c'est vraiment ce qui s'en vient, c'est de concevoir les infrastructures cyclables pour qu'elles fonctionnent toute l'année et qu'elles soient facilement déneigeables, que pour les opérateurs de déneigement, ce soit beaucoup plus facile. Donc,
il y a tout ça à faire. Puis il y a bien sûr un petit peu d'éducation. Il y a des constats, parfois des constats positifs qu'on pourrait faire ou des échanges de tickets pour sensibiliser. Ce qu'on se fait beaucoup répondre quand on dit mais vous êtes stationné dans ma bande cyclable, c'est passe donc à côté. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une voie cyclable, elle doit pouvoir servir à un enfant de 7 ans. Elle doit pouvoir servir à quelqu'un de vulnérable qui est peut-être sur un tricycle. On a aussi des utilisateurs d'aide à la mobilité motorisée. On l'a vu sur les photos de Jean-Sébastien. Alors, il faut toujours se poser la question, quand je prends la décision d'obliger un détour, soit sur un trottoir, encore plus grave sur un trottoir, ou sur une piste cyclable, quel type d'usager je vais mettre en danger? Et alors, c'est quelque chose que j'aime vraiment marteler, et c'est ce qui explique que, par exemple, à Montréal, le niveau d'urgence ou de priorité des appels pour l'occupation de voies cyclables est passé à un niveau 2. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comparable à un appel pour violence conjugale. Alors, ça frappe l'esprit, c'est vraiment fort comme mesure, mais c'est pour dire que ce n'est pas anodin de se stationner dans une piste cyclable parce qu'on met quelqu'un, on l'oblige à se déporter dans la circulation. Et s'il y a une piste cyclable là, initialement, c'est bien pour offrir ce sentiment de sécurité et on prive ces usagers-là de ce sentiment de sécurité. Justement, vous parlez de sécurité, Magali. Il y a plusieurs participants, en fait, qui ont écrit, justement, puis qui ont réagi un petit peu aussi, Jean-Sébastien, justement, au niveau de la sécurité, puisque vous nous présentiez. On parle, entre autres, Josiane mentionnait qu'il y a des secteurs qui sont carrément dangereux pour les piétons, des trottoirs, justement, qui sont étroits, très fréquentés, des fois pas de trottoirs, mal éclairés. Elle se demandait, justement, s'il y avait une possibilité de prioriser ce genre d'endroit-là dans la transformation, puis dans justement les belles propositions que vous nous faisiez. Puis dans la même optique, David mentionnait que c'est vraiment très, très bien justement que ce soit présenté comme étant prioritaire et se demander comment pouvons-nous intervenir pour demander l'aménagement de mesures d'apaisement dans la circulation, par exemple, ou est-ce qu'on peut facilement avoir un accès au développement envisagé à ce niveau-là? Ça fait 3 questions, là, mais... Oui, bien effectivement. Comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, présentement, la Ville, dans l'horizon très, très court terme, vraiment veut déployer des mesures d'apaisement à proximité des écoles. C'est la première priorité de la Ville pour les 2 prochaines années parce que, on en a parlé, c'est toute une génération de jeunes qui s'en viennent, qu'on veut développer des meilleures habitudes de vie parce que vraiment, nous, à Laval, un peu comme beaucoup d'autres villes, à travers le temps, il y a eu de plus en plus de parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture et tout ça. Puis souvent, la distance pour se rendre à l'école est très, très courte. C'est vraiment l'environnement qui peut être appelé à être changé pour changer ces comportements-là. Les écoles, les directions d'école souvent sensibilisent beaucoup les parents et tout ça. Mais évidemment, ça prend une infrastructure qui vient avec ça. Donc, oui, donc, à court terme, c'est vraiment là que l'effort est donné. Mais par contre, effectivement, en termes de mesures d'apaisement pour les autres rues, ça ne sera pas nécessairement oublié. Et puis, s'il y a des problèmes de sécurité tangibles, on a les statistiques d'accidents qui nous permettent de voir un peu plus concrètement quand ça se traduit en accident. Quand on parle de sentiment de sécurité ou quand on parle de justement non-accessibilité, pour nous, c'est un enjeu super important aussi. Puis j'en ai parlé un petit peu tantôt. On veut vraiment aller s'attaquer dans chacun des quartiers. Là, puis c'est pas, on ne veut pas nécessairement traiter juste le centre-ville. On regarde vraiment, on part un peu en toile d'araignée à partir des pôles de quartier pour pouvoir permettre aux gens de se rendre, de se déplacer à l'intérieur de leur quartier. Fait que c'est sûr que la plus petite rue en cul-de-sac au fin fond d'un quartier très résidentiel de maison unifamiliale ne sera pas nécessairement priorisée à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à tout jamais parce qu'évidemment, nous, même en termes d'orientation, d'aménagement, on a parlé un petit peu avec le guide de gabarit de rue, mais on veut vraiment revoir la façon de concevoir nos rues pour que ça soit plus vert, plus étroit, plus à échelle humaine qu'une rue traditionnelle vraiment dédiée à la voiture. Donc, des trottoirs plus larges. Toute la question des entrées charretières. Tu sais, vous parliez tout à l'heure justement de l'insécurité des personnes qui marchent sur nos trottoirs. C'est un gros problème qu'on a à Laval. Les entrées charretières des maisons unifamiliales ou des maisons de ville, il y en a une panoplie. Donc, l'aménagement de banquettes végétalisées permet d'éliminer cette problématique-là parce que justement, le dénivelé pour rentrer
l'entrée dans la cour se fait à même la banquette végétalisée et non pas dans le trottoir. Mais il y a d'autres options qu'on travaille au niveau ingénierie, réduire un peu la hauteur du trottoir, l'élargir, permet d'améliorer cette situation-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, systématiquement, nous, quand on fait un réaménagement de rue, puis une rue peut durer une vingtaine d'années, une trentaine d'années, donc selon si on est intervenu récemment ou non, dans le cadre des réaménagements, nécessairement, on va faire un effort pour améliorer tous ces volets-là. Je ne me rappelle plus les autres questions. Marianne, excuse-moi. Oui, attends un petit peu, je vais essayer de remettre le tout en mémoire. Donc, il y avait ça, attendez un instant, il y avait également les secteurs justement qui sont dangereux. Donc, au niveau justement des mesures d'apaisement, comment on peut faire pour en tant que citoyen, pour voir à ce que certains secteurs qui peuvent être problématiques soient du moins mis en lumière par la ville, justement, ou priorisés. Il ne faut pas hésiter à nous faire une demande via le 311. On a toutes sortes de plateformes, en fait, à la Ville de Laval pour faire des signalements s'il y a des problématiques. Donc, évidemment, tous ces commentaires-là sont les bienvenus. Hein. Les citoyens sont nos meilleurs yeux sur le terrain pour réagir face à des situations. Donc, nous, des fois, on a un point de vue plus global parce qu'on voit justement toutes ces problématiques un peu partout dans tous les quartiers. Mais il ne faut pas hésiter à en faire part à la Ville, puis nos équipes vont la regarder avec grand intérêt. J'imagine que les conseillers municipaux aussi peuvent être utiles dans certains cas également. Puis l'autre question aussi, c'était peut-on facilement avoir accès au développement envisagé par rapport aux mesures d'atténuation et d'apaisement, pardon, pas d'atténuation, mais d'apaisement, puis aux développements qui s'en viennent aussi? Oui, à chaque année, en fait, la Ville publie sur sa page Info Travaux l'ensemble des infrastructures qui vont être réalisées durant l'année en cours. Donc, ça devrait venir là, dans les prochaines semaines, justement. Elle n'est pas encore disponible, mais tout le développement du réseau cyclable, les mesures d'apaisement vont être là sur une carte. Donc, si un citoyen s'interroge à savoir est-ce qu'il y a un dos d'âne qui s'en vient près de chez nous, toute cette information-là va être disponible en ligne. Puis aussi, si jamais il ne trouve pas l'information exactement, ne pas hésiter non plus à contacter la Ville, puis il y a des équipes chez nous qui pourront répondre à l'ensemble des questions sans problème. Vous parliez tantôt justement de la difficulté parfois à desservir certains points qui sont plus loin. Il y a une citoyenne qui se demandait, entre autres, à quand l'autopartage pour les quartiers plus au nord, comme Auteuil. Donc, je vais y aller avec cette première question-là, puis j'en ai plein d'autres ensuite. L'autopartage, on a quand même Communauto qui a fait une petite percée à Laval, encore un peu timide, effectivement. On aimerait bien que ça se déploie davantage. La Ville, présentement, n'a pas de programme vraiment ville pour stimuler ça pour le moment, mais évidemment, avec mes collègues au service de l'environnement, on réfléchit à cette question qui pourrait être une super belle opportunité, effectivement, qui permet aux gens de délaisser une de leurs voitures beaucoup plus facilement. Puis c'est vraiment un enjeu, effectivement. C'est sûr que la faible densité de certains quartiers n'aide pas non plus nécessairement à, rentabiliser le système, là. Donc, quand on a une rue à très, très faible densité, puis qu'on a un seul usager potentiel, puis que les autres, c'est ils ont de la misère à délaisser leur voiture, chez Communauto jongle un peu avec cette réflexion-là, d'essayer d'aller dans les quartiers plus denses où il va y avoir plus de clientèle et tout ça, mais c'est un gros défi, effectivement. Puis, j'avais une autre question aussi qui est un peu aussi en lien avec ça par rapport à qu'est-ce qui est prévu concernant l'autoroute 19. Est-ce qu'il va y avoir des lignes express comme c'est le cas à Montréal, des stationnements incitatifs? Est-ce que vous avez des scoops pour nous? Malheureusement, c'est vraiment un projet du ministère des Transports, hein, donc je peux pas vraiment donner d'informations sur ce projet-là. Je vous réfère vraiment aux informations officielles du ministère à ce sujet-là. Je pense qu'il y a déjà de l'information qui a été donnée. C'était en consultation publique. Il y a eu plusieurs échanges. Là, donc, je n'aimerais pas me prononcer et dire des mauvaises informations là, auprès de mes collègues du ministère. Puis du côté de la STL, est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être envisagé par rapport à... Je m'excuse, Janie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être envisagé, par exemple, pour ce type de tracé-là? Moi, c'est la même chose que je vais mentionner, c'est qu'il y a certains dossiers sur lesquels
j'ai moins de connaissances ou je suis moins impliqué, puis je vais être prudent, puis je vais dire, ben, il y a de l'information qui peut être trouvée présentement, mais je ne veux pas m'avancer sur ce dossier-là plus en avant. Là, désolé. Pas de problème. Marianne, est-ce que je peux prendre la parole? Moi, j'ai aussi une question de citoyenne. Vas-y. Parce que oui, dans la présentation, j'ai représenté quelques autres personnes qui ont parlé, mais moi, à titre de citoyenne, je rêverais, tu sais, c'est un peu plus dans le rêve, peut-être que Magali sera en mesure de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est possible d'imaginer que, je sais pas moi, on a tellement des beaux bords de l'eau partout, il n'y a pas nécessairement des pistes cyclables partout, donc c'est pas accessible en famille ou les fins de semaine. Est-ce qu'il y a une idée comme fermer un côté de rue tout autour de l'île de Laval les dimanches matins? C'est quelque chose qui pourrait être un événement possible? Est-ce que ça ferait trop de réactions des citoyens puis la ville n'écouterait pas ce genre d'idée-là? Ou est-ce que tu crois qu'on peut rêver à une idée comme celle-là qui serait folle et qui en même temps participerait à ce qu'on visite notre ville à vélo? Ben, je pense que c'est un peu le sens de Laval à vélo qui existe depuis quelques années maintenant. Puis j'avoue que moi, c'est un côté de Laval que j'ai complètement découvert. Ça donne que cette journée-là, moi, mon rôle, c'était d'être en arrière d'une moto pour justement fermer les rues à la circulation puis s'assurer que les cyclistes et les petites familles puissent se déplacer en toute sécurité. Mais vous avez des coins magnifiques là. Oui. Alors, c'est vraiment très, très tentant. Je vous dirais, c'est quelque chose qu'on sous-estime parfois, mais le degré de sécurité qu'on doit atteindre pour fermer des rues, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de bénévoles ou de policiers pour s'assurer qu'à partir du moment où la rue est fermée, puis même dans le cadre d'une organisation comme celle-là, avec vraiment une organisation solide en arrière, c'est difficile d'éviter les intrusions de voitures sur les circuits. C'est sûr que ce qu'on peut regarder aussi, c'est tout le mouvement des cyclovias qui a vu le jour à Bogota et qui existe depuis des années, où un dimanche par mois, voire même tous les dimanches, ça devient vraiment une habitude. On ferme des rues, mais quand on le fait, en général, on le fait plutôt dans le centre-ville, dans des endroits qui sont généralement très occupés par la voiture et où on n'aurait pas la possibilité de rouler tranquillement à vélo en temps normal. Ça nous permet de redécouvrir notre ville d'une autre façon. Alors, tous ces petits éléments, tous ces événements qui permettent de redécouvrir le plaisir de rouler à vélo, ça se veut une porte d'entrée vers le vélo et on espère que ça invite les gens à l'envisager pour leur déplacement utilitaire. Ça reste quand même quelque chose de très différent d'en faire le dimanche le bord de l'eau puis de commencer à l'envisager pour se déplacer. Oui, parce que Laval en vélo, moi, j'y ai participé quand j'ai déménagé à Laval, puis j'ai aussi fait le marathon de Laval qui est dans les mêmes parcours, puis c'est magnifique. Puis je remarque quand même que l'été, le boulevard des Prairies est plein de cyclistes et ils partagent la voie avec les autos et c'est dangereux. Moi, je peux pas y aller avec mes enfants, c'est trop dangereux. Donc, c'est sûr qu'il y a une idée comme ça. Les cyclistes, ils sont déjà à cet endroit. Donc, si on arrivait à faire un événement qui pouvait revenir quelquefois dans l'été, ou ça serait génial. Je pense que justement, ça ferait découvrir peut-être même à des Montréalais des coins de Laval intéressants. Puis aussi, pourrait donner l'idée de faire le même parcours, mais pour aller travailler éventuellement le reste de l'année. Qui sait? si je peux me permettre pour faire un petit pouce là-dessus, l'exemple de Bogota est vraiment intéressant à étudier. Les pistes cyclables ont explosé dans cette ville-là en peu de temps, puis sont hyper utilisées. Souvent, c'est les gens qui ont le moins de moyens qui se déplacent à vélo. Donc, pourquoi pas se comparer aux meilleurs. Puis il y a l'exemple aussi, évidemment, là, d'Amsterdam. Puis là, tout le monde dit, ouais, mais ici, on n'est pas à Amsterdam, mais Amsterdam a déjà été autre chose, tu sais. Donc, ça peut être intéressant de regarder ces villes-là. Puis, il y a un super documentaire, je l'ai le plugué là, ici aujourd'hui, ça s'appelle Why We Cycle. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui parle de l'exemple d'Amsterdam. C'est sur Amazon Prime, je crois, en ce moment. Donc, c'est à voir, puis justement pour s'inspirer des choses qui pourraient être faites par ici. Moi, j'aimerais intervenir. On pourra récupérer le lien de cette vidéo-là pour qu'on puisse le faire parvenir, soit par le chat ou Mathieu, si tu pourras nous l'envoyer après. Là. Ça peut être une belle référence. Oui, Jean-Sébastien. Oui, je voulais dire, moi, qu'effectivement, puis il y a un exemple encore plus près de Laval, qui est Almer, qui est une banlieue d'Amsterdam, qui est très semblable à Laval, qui est une ville assez moderne, qui a été construite récemment, un peu comme Laval, qui est justement une banlieue assez autonome. Il y a un centre-ville exceptionnel à Almer, là, piétonnisé complètement. La part modale du vélo là-bas est
extrêmement élevé. Pour nous, puis on avait fait venir un expert justement d'Almer au Québec il y a 2 ans, je crois, à l'Association québécoise des transports. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment des inspirations super intéressantes parce que justement, souvent, on compare Laval avec Montréal et tout ça, mais pour nous, le contexte est quand même très différent. Justement, la question de la densité beaucoup plus faible, la question de la motorisation, tout ça. Donc, ça donne vraiment un bel exemple là, d'une ville de 250 000 habitants, 500 km de voies cyclables là, qui est très inspirante. On peut rêver, c'est le fun. Marianne, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, certainement. On a d'autres questions. J'ai une question pour Christine. Gilles, un citoyen, demande l'appli Transit risque-t-elle de faire disparaître? En fait, c'est pour Christine et Mathieu. Donc, l'appli risque-t-elle justement de faire disparaître celle de la STL que Gilles mentionne qu'il trouve spécialement efficace? Voilà. Bien, on n'est pas là, on n'est pas là pour faire disparaître des applications. Comme je disais un peu tantôt, nous, ce qu'on veut, c'est offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Fait que, nous, un peu notre argument, quand on parle aux agences de transport, on leur dit pourquoi est-ce que vous metteriez des centaines de milliers de dollars à développer une app, engager des développeurs pour la maintenir à jour complètement? Nous, ce qu'on vous offre, c'est un partenariat. Vous avez Transit, vous dites à vos utilisateurs, hey, la meilleure application pour utiliser le transport en commun, c'est Transit. On vous recommande Transit. Fait que non, on n'est pas là pour tuer des apps, mais nous, dans le fond, notre but d'exister, c'est pour éviter que chaque société de transport dans le monde développe sa propre app pour qu'on ait à downloader 5-6 apps différentes. Oui, non, la meilleure, c'est la nôtre, c'est sûr, mais non, tant mieux s'il y a plusieurs applications pour utiliser le transport en commun, puis que ça démocratise le transport en commun, puis que ça facilite les déplacements. Là, c'est une bonne chose. De notre côté, je pense qu'on aime bien avoir aussi notre application, puis y mettre nos trucs à nous, puis d'avoir le contrôle dessus. Donc, je pense pas qu'elle va disparaître là, à court terme ni moyen terme. Du moins, si je peux me permettre un petit grain de sel, ce qui est le fun avec l'application Transit, puis non, je veux rien enlever à celle de la STL, là, naturellement, mais ce qui est le fun avec Transit, c'est justement ce côté intermodal-là où on peut utiliser plusieurs types de transports puis les combiner pour tracer son chemin. Puis, mine de rien, c'est quand même très, très bien fait. Est-ce que j'ai encore le temps pour peut-être 1 ou 2 questions, Janie? Oui, tout à fait. Oui. OK. Pour Sébastien et Magali, à quand le déneigement et la capacité d'utiliser toutes les pistes cyclables, que ce soit à Laval pour Jean-Sébastien, mais même justement sur la route verte à l'année, au lieu de les convertir en stationnement de voitures durant l'hiver, dans certains cas? J'ajouterais à cela, ma grand-mère, qui est une piétonne, m'a demandé aussi quand est-ce que les trottoirs des plus petits axes seraient déneigés parce qu'elle elle subit un peu ça. Souvent, il y a un gros tas de neige, elle est obligée d'aller dans la rue pour passer. Puis elle, justement, elle est à ce panel en ce moment, mais c'est une citoyenne qui utilise le transport actif, la marche. Bien, d'abord, sachez que je suis moi-même un cycliste hivernal, donc cette cause me tient extrêmement à cœur. Il faut crédibiliser. Si on veut pouvoir justement ne plus avoir 1 ou 2 voitures, il faut pouvoir se déplacer à l'année, là, parce que sinon, on ressort notre voiture durant l'hiver et tout, donc on perd un peu ce gain-là. Donc, effectivement, nous, à la ville, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, notre intention de base était de mettre en place une grille utilitaire minimale pour que les gens puissent à la base se déplacer, développer une masse critique de cyclistes aussi parce que, bien évidemment, on l'a vu dans les médias, ça peut toujours faire un peu controverse quand on voit une belle piste cyclable déneigée puis le trottoir qui ne l'est pas ou la rue, etc. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Actuellement, on est vraiment en train de réfléchir à cette stratégie avec notre service des travaux publics pour effectuer un déneigement du réseau cyclable, un réseau probablement ciblé d'abord, là, vraiment pour pouvoir désenclaver pour les déplacements, les principaux déplacements. Mais on est vraiment dans cette réflexion. Mais comme je disais tout à l'heure, pour nous, à la base, c'était
premièrement, de mettre un réseau en place parce que c'est bien beau déneiger une des pistes, mais c'est comme Magali le disait, si on n'est pas capable de se rendre du point A au point B, on n'arrive à rien. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire, puis l'effort a été mis là-dessus dans les dernières années, mais on n'oublie pas cette question-là. Puis d'ailleurs, on observe vraiment une évolution en termes de pratique du vélo à Laval durant l'hiver. Là, moi, dans les 2 dernières années, je vois beaucoup plus de gens sur le réseau. Donc, on est vraiment dans la bonne direction. Puis très, très prochainement, on devrait annoncer des choses à cet effet-là. En contrepartie, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de nos projets qu'on fait, par contre, on considère un aménagement qui pourra être déneigé dans le futur. Notamment, on a un bel exemple qui est Daniel Johnson à Laval, dans le centre-ville ouest, qui, justement, étant derrière une banquette végétalisée, permet d'accumuler de la neige lors de tempêtes, lors d'opérations de tassement. Donc, la neige n'est pas poussée directement dans la voie cyclable. Fait qu'au même titre que le déneigement du trottoir, la piste peut être déneigée. Fait que ça, c'est des pistes de solutions qui nous permettent que dans le futur, ça puisse être mieux entretenu qu'une simple bande cyclable, par exemple, à gauche du stationnement, où l'andin se retrouve toujours et tout ça. Donc, on est vraiment en train de réfléchir dans le cadre de tous nos nouveaux aménagements à avoir quelque chose qui serait déneigeable éventuellement, mais évidemment, il y a des efforts additionnels, des budgets additionnels qui doivent être mis en place pour en venir à ça. Puis pour la question du trottoir, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Hein. Souvent, les gens réfèrent beaucoup au déneigement, mais pour moi, puis là, je rejoins Magali là-dessus, c'est la conception même du trottoir souvent qui fait défaut. Comme je disais tout à l'heure, un petit trottoir très étroit, très, très haut, avec une pente de 8 évidemment, les personnes âgées et même les personnes de tous âges peuvent chuter là-dessus quand c'est glacé. On a de plus en plus de gel, dégel. Donc, c'est une question vraiment là, qui nous tient à cœur puis qu'on va considérer dans le cadre de nos réaménagements là, vraiment pour essayer d'éviter ces situations-là. Puis, évidemment, les trottoirs sont déneigés actuellement. Il y a une priorité quand même qui est accordée à la Ville de Laval au déneigement des trottoirs. Puis, il ne faut pas hésiter, s'il y a un cas particulier comme ça, à le demander, à faire une requête à la Ville de Laval. Puis, certainement que ça va être regardé là, s'il y a une problématique particulière à un endroit. Là. On a eu les meilleurs yeux. Exact. Marianne, est-ce que tu avais une dernière question? C'est ça que j'avais compris? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Magali voulait réagir ou si c'était complet. Non, c'est complet. Justement, en lien avec ce que tu disais, Jean-Sébastien, par rapport à tout ce qui est gel-dégel, les trottoirs et compagnie, on a eu le plaisir justement d'avoir, puis je m'excuse, je fais une petite intro pour la prochaine question, là, mais on a eu le plaisir d'avoir une très belle présentation justement de vos collègues à la Ville de Laval au service d'environnement où on parlait justement de ce qui s'en venait puis de ce qui était prévu au niveau de l'impact sur les changements climatiques à Laval, plus spécifiquement. C'était quand même plutôt, disons, inquiétant s'il n'y avait pas de changement qui était fait de notre part à tous. Il y a une citoyenne qui demande justement qu'est-ce que vous faites justement, comment vous envisagez le tout justement au niveau des changements climatiques, puis qu'est-ce que vous prévoyez pour les changements climatiques? Comme je disais, effectivement, dans le cadre du design même des infrastructures, ça doit être considéré. Effectivement, de plus en plus de gel-dégel. Donc, il y a des sentiers en site propre. On parlait de la route verte, à savoir si elle allait être déneigée ou pas. C'est à réfléchir parce qu'il y a certains endroits, justement, qui a intentionnellement une petite couche de neige qui est gardée. Il y a certains endroits, justement, dans le monde là, où le déneigement, c'est même du damage là, pour avoir une espèce de couche de neige. Maintenant, nous, la stratégie nord-américaine, c'est plus vraiment de gratter à fond pour remettre ça à l'asphalte le plus rapidement possible. Certainement qu'avec ce gel-dégel, on n'aura pas le choix de rester vers quelque chose comme ça parce que de moins en moins, on a une couche de neige qui reste longtemps sur place. Comme je disais tout à l'heure, la question des trottoirs, c'est un enjeu majeur, le design même du trottoir, d'avoir des pentes qui peuvent aller jusqu'à 8 qui est la norme en plus en passant du ministère des Transports, de construction des trottoirs. Donc, nous, la Ville, on a des gens qui sont sur des comités d'experts pour faire changer ces normes-là pour que ça soit beaucoup mieux adapté justement à cette question des changements climatiques, mieux adapté aux piétons, aux réalités que les villes vivent là, au quotidien. Parce qu'effectivement, on a des gens, on reçoit justement beaucoup de requêtes de la part des gens qui chutent sur nos trottoirs, qui chutent dans la rue et tout ça.
Des fois, c'est une question aussi de dévers, là, la courbe qu'il y a dans la rue là, pour l'écoulement des eaux en rive. Des fois, ça peut être changé pour le ramener seulement d'un côté. Il y a la question aussi du traitement des eaux. On parle de plus en plus de noues drainantes pour ramasser l'eau plutôt que l'eau reste dans la rue, gèle, dégèle, bloque les puisards et tout ça. Évidemment, nous, on est très, très aussi touchés par les inondations à Laval. Donc, on réfléchit à nos berges, comment on va les aménager, tout ça. C'est parfois des opportunités aussi pour récupérer du terrain, pour faire des aménagements qui pourront être flexibles dans le temps. Aux Pays-Bas, ils ont travaillé beaucoup là-dessus, justement, sur cette question des eaux qui montent, redonner de l'espace à l'eau, qui peut être une super belle vitrine aussi pour Laval. Donc, dans le cadre de l'aménagement avec l'urbanisme aussi, ces questions-là sont regardées. Mais nous, au niveau ingénierie, on regarde vraiment en termes d'aménagement, le dur, si on veut. Là. Puis on travaille vraiment sur des pistes de solutions. Merci Jean-Sébastien. Puis du côté de la STL, au niveau justement de ce qui s'en vient concrètement, là, justement, pour s'attaquer au climat? Je pense que la meilleure réponse, ce serait de parler de l'électrification. On a un grand chantier d'électrification qui est démarré. En fait, depuis 2012, la STL se positionne en leader. On a été les premiers, je crois, si je ne me trompe pas, à avoir un autobus électrique dès 2012. Puis ça se poursuit. Là, cette année, on a fait l'acquisition. Vous allez commencer à en voir sur les routes à Laval. Il y a 10 autobus électriques là, qui vont circuler en 2021. Là, ils sont en période de test. Puis, d'ici 2040, on veut avoir une flotte 100% sans émissions. Donc, à partir de 2025, on va acheter seulement des bus électriques. Alors, puis l'impact est quand même assez important. Là, on parle de 70 à 80 tonnes par autobus chaque année de réduction de GES. Donc, fois la flotte de la STL. Puis, je pense qu'il y a des transitions comme ça. Transition qui est le mot à mentionner aujourd'hui, mais il y a des transitions comme ça qui s'effectuent aussi à Montréal et dans d'autres villes du Québec au niveau du transport en commun qui vont avoir un impact, parce que c'est le transport, on s'entend, là, qui émet le plus de GES, donc il va avoir un impact significatif. Puis on est fiers, on est contents, ça fait partie de nos fiertés à la STL de pouvoir participer justement à cette lutte au changement climatique qui est urgente, puis il faut se le rappeler. Voilà. J'ai peut-être merci beaucoup à vous deux. J'ai peut-être avant, je pense que tu as une question de clôture, Janie, mais avant de... Non, vas-y, tu auras la dernière question de ce panel. Oui, ben là, en ce cas-là, je vais peut-être me permettre d'en avoir deux petites, justement, une pour Christine et une pour Magali. Justement, au niveau de Christine, attends un petit peu, où est-ce que je l'ai mis? Oh mon Dieu, je ne sais plus où est-ce que je l'ai. Je m'en reviens, Christine. Donc, Magali, de ton côté, il y a un citoyen qui souhaitait savoir justement au niveau de tout ce qui est cycliste averti, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que c'est prévu justement que le déploiement se fasse éventuellement dans toutes les écoles du territoire lavallois, notamment, ou que ce soit même, on peut parler même à l'échelle québécoise, est-ce que c'est prévu justement que ce soit déployé à large dans toutes les écoles éventuellement? Bien sûr, c'est notre vision, c'est notre souhait. Donc, ce programme-là qui permet de former les élèves de 10-11 ans à rouler en toute sécurité à vélo. Ça a commencé à Laval il y a 2 ans. On commence toujours. Il faut savoir que c'est un programme sur une base volontaire. Et comme on demande la participation des parents, des enseignants qui doivent, dans leurs heures de cours, faire toute une partie sur justement les notions de sécurité routière. Donc, c'est quoi les panneaux, c'est quoi les règles de priorité, pourquoi un angle mort c'est dangereux, pourquoi il faut faire attention aux portières, etc. Il y a vraiment tout un volet théorique. C'est 6 heures de cours en classe avec l'enseignant titulaire pour aborder toutes ces notions théoriques. Puis on demande également à l'éducateur physique, l'enseignant en éducation physique, de développer les aptitudes des jeunes pour qu'ils soient suffisamment habiles pour sortir sur la route. Et ensuite, on arrive avec des instructeurs. Donc, à Laval, en fait, on travaille avec des partenaires régionaux, des partenaires locaux. Cette année, on va avoir 14 régions qui participent. On anticipe pas loin de 6 000 élèves à l'échelle du Québec qui vont prendre part à ce programme-là. Qui est quand même une quinzaine d'heures d'enseignement. Et les instructeurs de ces partenaires vont vraiment sur place et offrent 2 occasions de pratique en milieu réel pour les enfants. Donc, une première sortie de groupe
qui leur permet de vraiment faire l'expérience de la circulation, de se familiariser avec tout ça. Et puis, ça finit même avec un examen individuel sur route où là, le jeune est en avant et c'est lui qui doit vraiment, lui ou elle, qui doit montrer qu'il a développé tous les bons réflexes pour le faire. Alors, c'est notre vision. Parlez-en dans vos écoles. Contactez le Club cycliste Espoir Laval qui est en charge du déploiement dans votre région pour vraiment encourager les enseignants de vos écoles à y prendre part. Nous, on est en période de recrutement, c'est encore le temps en ce moment. Et puis, je voudrais peut-être profiter de cette occasion pour vous parler d'une petite initiative qu'on a menée sur le plateau Mont-Royal, mais qui a également vu à Drummondville. Moi, j'appelle ça poétiquement des jardins de la circulation, mais on peut l'appeler des parcs de la circulation. Je voulais juste vous partager ces quelques images-là parce que le vélo, ça s'apprend très tôt. Et puis, créer une relation de plaisir avec le vélo chez nos plus jeunes, c'est aussi par ça que passera le changement de culture. Alors, vous le voyez, ça, c'est le jardin du petit monde à bicyclette qui a vu le jour sur le plateau Mont-Royal et qui comprend vraiment toute une série de... Vous voyez, on est parti d'un stationnement vraiment qui était en plein cœur d'un grand parc montréalais. Voilà ce à quoi ça ressemblait. Et puis, petit à petit, on y a planté des arbres, on a fait du marquage au sol, on a planté des petits panneaux de circulation pour recréer une petite ville à échelle humaine. Voilà à quoi ça ressemble. Et bien ça, c'est aussi une façon de commencer beaucoup plus tôt l'éducation des plus jeunes enfants aux réalités de la route, à apprendre à comprendre les panneaux, etc., mais qu'ils puissent vraiment le faire dans un environnement sécurisé où ils n'auront pas à s'inquiéter qu'il y a une voiture qui est en train de passer, etc. Ils vont vraiment pouvoir développer toutes ces aptitudes-là dans le plus grand plaisir. Et on a rajouté aussi plein de modules ludiques pour rajouter une part vraiment amusante à ces apprentissages-là. Et ça a eu un succès phénoménal. On avait des jeunes qui revenaient, on les recroisait très souvent. C'est devenu un passage obligé au retour de l'école le soir. Et puis les fins de semaine, c'était très occupé. C'était vraiment une petite ville juste pour les enfants. Un espace qu'ils avaient pour eux pour développer tout ça. Magali, il y a bien un stationnement disponible à Laval pour faire ça, là. C'est ce que je pense aussi. Alors, faites-nous signe si vous avez besoin, si vous voulez en savoir plus et que ça vous inspire et que, en tant que citoyen, vous aimeriez pousser pour avoir ce genre d'aménagement chez vous. Nous, on travaille sur un guide avec tous les grands principes de signalisation et ça pourrait apporter des éléments intéressants pour les plus jeunes de vos cyclistes. Voilà. Très inspirant. Super beau projet. J'arrive plus à retrouver ma question, Christine, mais écoute, j'ai envie d'en créer une, justement, spécialement pour toi. Puis te demander un peu ta baguette magique, justement, vu que vous avez l'immense plaisir à Transit, justement, de travailler avec tous les types de transports. Selon toi, ça va être quoi la grande tendance au niveau du type de transport utilisé, justement, par les citoyens québécois dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut se permettre de rêver? J'ai envie de te répondre plus en termes un des changements qu'on voit beaucoup, puis je pense que c'est lié à la pandémie. Ça affecte surtout les plus petites villes. Puis c'est ce qu'on appelle le transport à la demande. Je sais que les gros systèmes de transport en commun ont souvent une petite portion de transport à la demande pour desservir des régions qui sont plus éloignées où ça ferait pas de sens d'avoir un autobus qui passe chaque heure. Mais j'arrête pas de dire que 2021 sera l'année du micro-transit parce que ça revient tout le temps. Puis je pense que ça part un peu du fait que la pandémie est arrivée, les petites sociétés de transport se sont retrouvées à devoir couper beaucoup de lignes, donc couper beaucoup de services. Puis là, ils se tournent vers d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir quand même à nos citoyens du transport en commun, mais qui ne serait pas comme un autobus qui passe à un horaire fixe? Fait qu'on travaille avec des partenaires technologiques pour ça parce que ça prend la personne qui va gérer la flotte, qui va gérer le système de réservation. Puis un peu dans la même optique où on fait les billets, on essaie de travailler avec ces fournisseurs-là pour qu'on puisse, dans l'application Transit, planifier son trajet, réserver ce transport-là à la demande, puis payer son passage également. Fait que on avait déjà commencé le travail, mais c'est un autre truc qui s'est mis à se développer extrêmement rapidement. Puis, il y a une ville qui s'appelle Durham, en Ontario, qui est juste en banlieue de Toronto. Eux, ils ont abandonné complètement le service fixe puis sont passés 100% transport à la demande. Fait qu'on a intégré avec eux leur système de transport à la demande. Si vous avez Transit sur votre téléphone, vous pouvez
tapez Durham, vous allez vous déplacer dans cette ville-là, vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est notre première intégration. Il y en a une autre qui s'en vient avec le Sangel. Puis là, on parle à des gens, les gens de contact. Là, c'est quoi votre expérience avec ça? Comment on peut s'intégrer? Fait que j'ai envie de te répondre que c'est ça qui s'en vient dans le prochain, le court terme, disons. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais prendre la parole parce que c'est déjà tout pour cette activité. Je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes. Merci Magali Beuvron de Vélo Québec. Merci Christine Mongeau de chez Transit Applications. Merci Jean-Sébastien Audet de la Ville de Laval. Merci à Mathieu Lacombe de la STL. Vous êtes des gens passionnés et passionnants. C'était vraiment très intéressant comme panel. Merci également à vous, les citoyens, qui avez pris part par votre écoute attentive, vos questions, vos commentaires, vos réflexions. Laval en transition ne pourrait aller de l'avant dans ses nombreux projets sans l'engagement des citoyens et citoyennes, de qui proviennent d'ailleurs plusieurs initiatives. Que ce soit en partage d'expertise ou monétairement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Pour rejoindre la communauté de Lavallois et Lavalloises en transition, pour vous impliquer ou pour contribuer, visitez le site web lavalentransition.org ou rendez-vous sur le Facebook de Lavallois en transition. Tous les liens sont collés dans la zone de conversation et vous seront également envoyés dans le sondage pour connaître vos impressions sur l'activité. Sinon, nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines activités le 9 février à 19h qui portera sur la valeur ajoutée de ce que l'on recycle et composte, que j'aurai le plaisir d'animer, mais du respect dans ton bac. Je vous invite aussi à notre prochaine activité en lien avec la série Se déplacer de Laval en transition, le 20 février à 14h, et où nous recevrons Jérôme Laviolette, un chercheur extraordinaire qui s'est intéressé à pourquoi c'est si difficile de dire adieu à notre voiture à essence. Il nous présentera le résultat de ses recherches. Aussi, ne manquez pas notre activité participative Remis mes neiges sur le thème de la mobilité qui se tiendra le 9 mars à 19h et c'est gratuit. Et à nos activités participatives gratuites des 27 février et 6 mars pour construire ensemble un meilleur avenir pour Laval. Les renseignements sont disponibles sur le site de effettransition.ca. Le lien vient d'être ajouté dans le chat grâce à Marianne. D'ailleurs, merci à Marianne pour le côté technique et pour m'avoir supporté. Je suis Jeannie Cloutier, au plaisir de vous compter parmi nous lors de nos prochaines activités.